L'introduction sur cette coagulopathie traumatique, alors je vais moi vous parler de la coagulopathie traumatique et puis Stéphane Travers vous parlera ensuite de damage control et vous allez voir que les deux sont intimement liés. 40% des décès post-traumatiques, c'est de l'hémorragie. C'est ce qu'il faut garder en tête. Et l'hémorragie, c'est la principale cause de décès évitable dans les 24 premières heures. Il n'y a pas de définition universelle, consensuelle de la coagulopathie. On voit un petit peu tout, l'augmentation simple du TCA-TP au-delà des valeurs. Et puis différentes solutions ont été proposées. Nous, on avait proposé, par exemple, il y a quelques années, un INR à plus de 1,6, un fibrinogène diminué à moins de 1 gramme, etc. Donc on trouve plein de définitions de la coagulopathie, mais il n'y a pas une définition consensuelle. La coagulopathie, c'est assez fréquent chez nos polytraumatisés. On considère que c'est à peu près 30%, 20 à 30% des patients traumatisés qui présentent une coagulopathie. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que quand on a une coagulopathie, c'est le diagramme de droite, vous augmentez considérablement la mortalité des patients. Donc la coagulopathie, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qui dégrade le pronostic. En termes de physiopathe, on ne va pas s'apesantir, mais néanmoins considérons qu'il y a une coagulopathie endogène qui est présente sur les lieux de l'accident après le traumatisme et qui résulte d'une activation du système de la protéine C, d'une dysfonction plaquettaire, de l'inflammation qui va se mettre en œuvre et puis de la fibrinolyse. Et puis vous avez une coagulopathie exogène qui résulte de l'hémorragie, de l'état de choc et des manœuvres de réanimation où là l'acidose et l'hypothermie qui font partie de la triade létale vont intervenir. Vous avez une perte de facteurs, une consommation et puis une dilution avec le remplissage vasculaire et tout ça induit ce qu'on appelle la coagulopathie post-traumatique. Il y a deux points essentiels dans cette coagulopathie et je résumerai en fait la physiopathologie à ça. C'est le déficit en fibrinogène, qui est le déficit qui est le plus important et qui s'observe le plus précocement à la suite d'un traumatisme. Et par exemple, sur ce diagramme, vous pouvez voir que dès que vous avez perdu à peu près 50% de la masse sanguine, vous êtes déjà avec un fibrinogène qui est à une valeur largement inférieure à 1. Et puis dans cette série que nous avions fait à Lyon Sud, sur 1300 patients, 20% des patients présentaient un déficit en fibrinogène inférieur à 1,5 g, alors que seulement 10% des patients présentaient la valeur recommandation HAS pour passer des PFC qui était un TP à moins de 40%. Donc quand vous recevez des polytraumas, le plus fréquemment, c'est un déficit en fibrinogène qui est observé. Et la deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est la génération de thrombine. TP, voie du TP, voie extrinsèque, génération de thrombine. Et on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, cette génération de thrombine est augmentée chez les polytraumatisés. Pourquoi voulez-vous l'augmenter plus en passant des PFC? C'est la remarque qu'on peut se faire. Alors la petite nuance, c'est qu'on est en train de finir un travail où nous, on observe que la génération de thrombine est diminuée. La différence est que sur les plusieurs publications nord-américaines rapportées, le score de gravité ISS était autour de 25 et nous, nos patients sont plutôt à 35-40. On peut imaginer que dans un premier état de traumatisé, enfin pour un traumatisme sévère à modéré, c'est augmenté et puis pour les plus graves, cette génération de thrombine diminue. Donc deux phases dans la génération de thrombine. La conséquence thérapeutique, c'est probablement que le premier produit qui est apporté, contrairement à ce qu'on nous a ancré dans nos chromosomes, c'est probablement pas les PFC, mais c'est plus vraisemblablement le concentré de fibrinogène. En termes de stratégie, choc hémorragique, c'est la stratégie de damage control qui comprend cette damage control resuscitation, une réanimation à l'eau à bas volume et puis une hypotension permissive. En l'absence de trauma crânien, un patient qui saigne qu'en état de choc, on se maintient avec des systoliques à 80-90 mm de mercure et pas au-delà. Ça, je pense que Stéphane insistera lourdement là-dessus. Prendre en charge la triade létale, et moi je vais vous parler de la coagulopathie. Et puis un point qui est fondamental, c'est que plus c'est grave et plus ça saigne, plus il faut aller vite. Et on verra que le meilleur traitement de l'hémostase et de la coagulopathie, c'est la rapidité de prise en charge. Alors, choc hémorragique, différentes étapes du damage control, donc on va se focaliser sur celle-ci. Et la première des étapes de la coagulopathie, c'est le diagnostic de la coagulopathie. Diagnostic clinique, c'est un papier qu'on a publié assez récemment et en fait la question qu'on se posait c'est comment en préhospitalier arriver à prédire la coagulopathie. Quels sont les éléments qui peuvent nous laisser supposer que le patient a une coagulopathie? Vous allez retrouver très logiquement, alors ça c'est l'analyse multivariée qui est détaillée et puis à côté c'était pour la transfusion massive. Vous allez pouvoir retrouver dans ces, la coagulopathie, dans ces différents éléments la gravité du traumatisme à travers le choc ISS, le fait que le patient ait reçu de la noradrénaline, le fait que le patient, le cutoff ait reçu
reçu plus d'1 litre de remplissage, et puis le choc index à la prise en charge préhospitalière. Donc un patient qui présente à la prise en charge, votre première évaluation préhospitalière, une hypotension, moins de 90 de mercure, un choc index à plus de 1,2, et pour lequel en cours de transport, vous avez besoin de passer plus d'1 litre de remplissage avec de la noradrénaline, et qui a une impression de gravité, parce que le score ISS, vous ne pouvez pas le mesurer en préhospitalier, qui vous paraît grave, ce patient a une forte probabilité de coagulopathie. Donc ça, c'est des choses que nous, au déchocage, quand on va recevoir les patients, on va se dire tout de suite, tu as combien de remplissage? Noradré, il est grave, il est en état de choc, ok, coagulopathie. Et on va pouvoir déclencher toute une série de réponses. Alors en plus, si vous rajoutez les MOQ, là vous augmentez encore la probabilité de prédiction de coagulopathie. C'est très difficile de prévoir une coagulopathie chez un patient. J'en veux pour exemple ce patient que j'avais reçu qui avait pris un coup de couteau en parasternal. À l'admission au déchocage d'une systolique à moins de 75, il tape à 100, au bout de 15 minutes, il s'arrête. Pendant qu'on est en train de l'équiper, il repart, il se réarrête, on le pousse au bloc opératoire en massage, en le massant, et on lui fait sa sternotomie avec un patient qui est en arrêt, qui a repris une faible activité cardiaque, il a 3 ou 4 de systolique. Donc vous pouvez vous imaginer que ce patient, en plus avec cette radio qui avait été faite à l'arrache, il y a un hémotorax massif à gauche, lui, on est sûr qu'il a une coagulopathie. Et bien regardez son bilan à l'admission, un ROTEM qui était tout à fait rassurant, on va voir par la suite ce que c'est, un lactate à 12, c'est donc un patient qui est grave, il a encore 125 d'hémoglobine, il a 2 de fibrinogène et 59 de TP. Il n'a pas de coagulopathie sur un plan de définition, ce patient. Et pour autant, vous êtes d'accord avec moi, c'est un patient qui est gravissime, mais la prise en charge préhospitalière par un collègue anesthésiste du service de santé des armées qui était de garde au SAMU de Lyon a duré 15 minutes sur place. Il a fait du monosynaptique, il a fait très bien. Un transport le plus vite possible, et donc moi je reçois le patient moins de 30 minutes après le coup de couteau au déchocage. Rapidité de prise en charge, et je crois que c'est le maître mot de cette présentation. Et puis en soir, donc suture du tronc de l'artère pulmonaire, on l'a pas aussi transfusé parce qu'il a reçu 3 grammes de fibrinogène, 2 CGR, tout géré au ROTEM, et puis il est passé comme ça. Donc pas de transfusion massive non plus dans ce cadre-là. Alors vous allez me dire, ah, c'est quoi ce problème, on passe des PFC, ça pose pas de soucis. Si ça pose des soucis de passer des PFC, je passe sur le coût des PFC ou des plio des lyophilisés, mais chaque fois que vous allez passer des PFC avec vos patients, vous allez certes avoir un effet sur la coagulopathie, mais vous allez augmenter le risque de défaillance multiviscérale, vous allez augmenter le risque de SDRA, et puis dans certains travaux, vous allez augmenter la mortalité de vos patients. Donc il y a un vrai coût à passer des PFC à vos patients. Vous allez avoir un coût à payer pour vos patients. Vous en avez besoin, mais d'un autre côté, il y aura les effets secondaires. Donc c'est pas anodin de passer des PFC, et c'est la raison pour laquelle on a entamé toutes ces réflexions au-dessus de l'administration des produits sanguins labiles. Alors comment mieux faire que la clinique? C'est probablement la biologie délocalisée, et qui doit se faire, et j'insiste lourdement là-dessus, en collaboration avec les biologistes. C'est indispensable. 2 moyens, soit la mesure rapide de l'INR, ou soit la thromboélastographie. Alors la mesure rapide de l'INR, c'est intéressant, ça peut se faire en préhospitalier, vous aurez toujours quelques faux négatifs et vous aurez toujours un petit delta de 0,2, 0,3 par rapport à l'INR du labo. Quand vous êtes sur des INR à 2 ou 3, c'est pas grave. Par contre, quand on cherche une cible d'INR à 1,5 pour déclencher, eh ben 0,2, 0,3, ça peut vous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc il y a une zone grise qui est relativement importante autour des 1,5. Et puis surtout l'intérêt, c'est que ça permet de détecter rapidement les patients qui prennent des AVK. Très clairement, si l'INR est à 1, votre patient n'a pas de coagulopathie, vous pouvez être rassuré. S'il est à plus de 2, il a une coagulopathie. Et au milieu, on peut hésiter sur ce qui est bon de faire ou pas pour le patient. La grosse question qui se pose, c'est l'intérêt de la biologie standard pour guider tout ça. La biologie standard, c'est quelque chose qui a été développé pour adapter les traitements anticoagulants et pas du tout pour gérer les troubles de l'hémostase. Et vous avez un certain nombre de papiers actuellement qui sont publiés et qui vous disent par exemple que le seuil d'INR à 1,5 ne repose sur aucune étude sérieuse. Et en fait, ce sont des avis d'experts. Et quand on discute sur le TP, par exemple, en Europe, on dit 50, la HAS dit 40, mais probablement que 30, c'est suffisant. Donc on n'a pas d'évidence importante pour dire que la biologie standard améliore les choses, et on utilise la biologie standard parce que jusqu'à maintenant, on n'avait rien d'autre. Et on nous avait appris ça depuis tout petit. Sauf que désormais, on a d'autres choses. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que se baser uniquement sur un INR, c'est probablement pas suffisant pour traiter un patient. Ça, c'est un patient qui a un trauma crânien grave, qui est Glasgow 3, donc grade A et fixe, qui a donc un certain nombre de lésions avec une hémorragie, une HSA importante, qui a une fracture du rachis, etc. Et puis ce patient, quand il arrive, il a 14 d'hémo-Q et un INR à 1,2. Donc vous dites, ok, pas de coagulopathie, tout va bien. Sauf que quand on fait le ROTEM en même temps, on s'aperçoit qu'il y a déjà un déficit
en fibrinogène avec, quand le dosage pondéral arrivera 1h15 plus tard, un fibrinogène qui est à 1,4. Donc action thérapeutique immédiate avant que le patient quitte le déchocage et qu'il ait son body scanner. Donc avec un INR, on peut évaluer une partie des choses, mais pas tout. Alors ces techniques viscoélastiques, c'est vraiment les choses qui se sont développées, on travaille dessus nous depuis 2004, donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est une vieille technique et qui a été réactivée au début des années 2000 grâce au progrès de la miniaturisation et l'ajout d'activateurs. En pratique pour le ROTEM, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer une vitesse de formation du caillot après mise en place de différents activateurs. Donc on a des temps de formation de caillots et puis des amplitudes de caillots. Et en fonction des uns et des autres, on va faire des corrélations soit avec la voie extrinsèque, soit avec le fibrinogène. Alors je passe relativement vite, mais juste pour vous préciser que quand vous faites un bilan d'hémostase, le bilan d'hémostase, c'est uniquement cette toute petite première partie du caillot. Donc le bilan d'hémostase standard, il va explorer 5% du process, il ne va pas explorer la cinétique de formation, il ne va pas explorer la fermeté du caillot, et il va encore moins explorer la fibrinolyse et tout le process post-formation de caillot. Avec un ROTEM, vous explorez l'intégralité de la formation de votre caillot. Ça, c'est un patient qui a un tracé normal, externe, donc j'ai axouté du facteur tissulaire, c'est la voie extrinsèque, en gros TP, pour qu'on comprenne les choses. Et puis fibrinogène, c'est la même chose que ça, le FibTEM, et j'ai inhibé les plaquettes, et donc il ne reste que le fibrinogène. Donc là, comment est mon fibrinogène? Et puis là, avec la partie initiale, comment est ma génération de thrombine et la voie du TP? Et donc ça, c'est un tracé qui est normal. Donc il y a un aspect numérique, un aspect visuel. Et donc vous voyez qu'un patient qui a une coagulopathie sévère, vous avez un FibTEM qui est complètement effondré. Donc ça, c'est très visuel. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans des unités de soins critiques, de déchocage, etc. Parce que vous avez cette dimension visuelle qui tout de suite vous interpelle. Et puis là, vous pouvez voir que votre extème est diminué, mais que votre CT reste en cours. J'ai pas besoin de travailler sur le TP, donc pas de PFC, pas de plio, et uniquement une supplémentation en fibrinogène chez ce patient-là. Vous pouvez prendre des décisions extrêmement vite. Là, je prends cet exemple où là, ça fait 4 minutes que le ROTEM est lancé. Et donc là, je sais d'emblée que mon CT est très court, j'ai pas besoin de PFC. Là, ça fait 4 minutes, peut-être un petit peu moins même, et je sais déjà que je suis au-dessus de mes seuils, donc j'ai pas besoin de fibrinogène. Ce qui veut dire que dès que la manip est lancée, en moins de 5 minutes, je peux déjà prendre des décisions sur ce patient, ou au contraire, ne pas prendre de décision. Beaucoup plus rapide que la biologie standard. Ça, c'est le système des hospices. Vous voyez qu'on est, là, à ce moment-là, à 50 minutes de défilement du ROTEM. Donc, il est quasiment fini. Ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Donc, j'ai déjà pris mes décisions depuis très longtemps. Et quand je regarde ma biologie standard, c'est toujours en cours. J'ai mesuré, c'est à peu près 1h15 le délai de rendu. Et quand je discute avec les camarades à droite à gauche, on est tous à peu près à 1h, 1h15 de rendu, sauf à harceler l'interne de biologie au téléphone pour qu'elle vous donne des informations plus précoces. Donc ça vous permet de prendre des décisions très vite. Et cet écran-là, c'est ce qui est affiché au déchocage. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que initialement, on avait la manip pour déchocage. La machine de déchocage, on l'a relocalisée au laboratoire de biologie. Donc avec des curseurs, les tubes y vont. Les biologistes, les techniciens font les manips. Et nous, on a des écrans déportés qu'on consulte au déchocage, en réa et la maternité. Et ça permet donc de s'affranchir de cette étape de pipetage. On n'était jamais très bon pour faire ça, et vous comprendrez pourquoi. Bonne corrélation entre les paramètres du ROTEM, le pronostic, entre les paramètres du ROTEM et la transfusion massive sur les travaux prospectifs. Et vous retrouvez globalement la même chose avec le TEG, qui est le deuxième type de manip. Vous avez le ROTEM et le TEG sur le pronostic et la transfusion massive. Donc c'est des choses qui sont validées et avec actuellement, je pense, en traumato, 20-25 papiers facilement qui sont publiés là-dessus. Un papier qui est extrêmement important, qui a été publié début 2016 par une équipe texane. Donc les Américains s'y sont mis. Vous savez, quand les Américains se saisissent d'une technique, on passe de la phase d'artisanat, nous, à industriel, eux. Et donc là, ils ont travaillé sur la mortalité. Ils ont comparé, je prends en charge des polytraumatisés avec un risque de transfusion massive important, je les randomise en biologie standard TEG, parce qu'ils font du TEG, et quand ils font du TEG, il faut regarder sur les courbes de mortalité, ils améliorent la survie des patients à 6 heures. Les recommandations FDA actuellement en traumato et le choc hémorragique, c'est regarder la mortalité à 6 heures et plus à 24 heures. Donc on est vraiment sur des délais très précoces. En tout cas, ils améliorent la survie des patients en faisant du TEG par rapport à la biologie standard, parce qu'on identifie très vite et on traite de manière ciblée les défects de l'hémostase. Ça, c'est le type d'algorithme qu'on a mis en place à Lyon Sud. Et là-dessus, j'en ai fait 2 types, je vous montrerai le deuxième type tout à l'heure. Vous avez à la fois la dimension visuelle, par exemple là, c'est une hyperfibrinolyse. Il faut que je fasse de l'acide tranexamique si j'en ai pas fait. Et les rares patients qui n'en ont pas, qui sont très graves, ils arrivent avec ce type de profil. Est-ce que j'ai un déficit en fibrinogène effacteur, en plaquettes,
et où est-ce que mon patient prend des anticoagulants. Donc avec ce type d'algorithme extrêmement visuel, extrêmement simple, et ben en fait les patients sont pris en charge désormais de cette façon-là. La coagulopathie, globalement, il y a deux grands types de situations. Vous avez le choc hémorragique et puis la coagulopathie. Autrement dit, je ne contrôle rien d'un côté et j'ai une situation qui est sous contrôle, stabilisée ou stabilisable de l'autre côté. Si c'est une coagulopathie, on se base sur les recommandations avec deux types de situations. Je fais de la biologie standard et donc je me base sur les recommandations européennes ou les recommandations de l'ASFAR de 2015. Et donc vous allez, après chaque administration de produits sanguins, en fonction des recommandations, refaire de la biologie pour évaluer l'effet des produits que vous avez administrés. Ça, c'est extrêmement important d'évaluer ce que vous avez fait. Je dépiste précoce, je traite de manière adaptée sur une coagulopathie et j'évalue mon action thérapeutique. Alors là, on a ce type aussi d'algorithme qui est mis en place, où en fonction du FibTem à 5 minutes, l'amplitude du caillot à 5 minutes, en fonction de l'extème, l'amplitude et ou le temps à partir duquel le caillot se développe, on a toute une série de process qui sont adaptés. Donc ça, on fait ça aux patients jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement stabilisés, qu'ils ne saignent plus et que tout soit corrigé. Et je vous montrerai l'effet ensuite que ça a derrière. Et puis la deuxième situation, là c'est le choc hémorragique. Et quand je dis choc hémorragique, je parle d'une situation que je ne contrôle pas. Que les choses soient claires. Ça c'est un patient qui est arrivé par exemple avec TP fibrinogène indosable, 5 d'hémoglobine et puis les plaquettes à 50. Là on a une réaction initialement qui sera une réaction d'associer les produits. Si on n'a pas de rotem et que vous êtes dans un endroit où vous faites de la biologie standard et vous avez plus d'une heure avant de recevoir les produits, d'emblée on va associer les CGR, les PFC, les plaquettes et, plus important, le fibrinogène, 50 mg kg. Traiter hypothermie acidose, en tout cas elle est limitée, et puis proposer une technique d'hémostase la plus rapide possible, chirurgie et ou radiologie interventionnelle. Donc c'est là qu'on commence à parler dans ce type de situation des ratios, des fameux ratios, et je vais en reparler par la suite. Alors juste un petit point que je n'ai pas mentionné assez, c'est supplémenter votre patient en acide tranexamique, mais également en calcium, parce que vos PFC sont pleins de citrate. Donc il faut y penser. Donc ça, c'est la situation où, je parle de choc hémorragique, c'est une laparotomie de sauvetage, un patient qui est en hypotension profonde, mais est également toléré pour justement les raisons qu'on a vues précédemment, avec beaucoup de noradré. Ça, c'est de la transfusion massive, ça, c'est du choc hémorragique, et là, on va délivrer précocement les produits sanguins. Pour l'état de choc hémorragique, vous avez deux façons de faire. Vous avez la façon de faire école américaine, façon B52. Je me pose zéro question, je suis monosynaptique, c'est la théorie du rentemplant, où j'associe mes PFC, CGR 1 pour 1 pour 2, et puis à partir d'un certain stade, je rajoute des plaquettes, et puis du fibrinogène au départ. Je fais de la biologie, j'adapte et j'essaie de courir après mon patient. Et puis vous avez l'école européenne qui est originaire, il faut le reconnaître, d'Autriche et d'Allemagne, où dans ce type de situation, je fais une mise de départ, et on va voir un peu comment on peut faire cette mise de départ, et ensuite, je me base sur une technique de thromboélastographie pour adapter cette prise en charge, voire de biologie standard. Choc hémorragique non contrôlé. Alors, je commence avec mes CGR, donc mes CGR en fonction de mon HémoQ. Tous les 6 CGR, on propose d'associer des plaquettes, sauf si j'ai une numération qui me permet de savoir où j'en suis. Et puis je mets des PFC. Et la question qu'on va se poser autour de ces PFC, c'est 1 pour 1. Mais moi, le 1 pour 1, il ne va pas du tout, je vous le dis très clairement, pour une raison très simple, c'est que quand vous faites du 1 pour 1, en fait, vous corrigez mal votre hémostase, on va le voir dans un papier juste après. Je mets 4 CGR parce que j'ai 6 d'hémoglobine, je vais mettre 4 PFC. Mais un PFC, ça vous corrige de 2,5% votre TP. Si votre TP est à moins de 10 et que vous avez amené 5 CGR, 5 PFC, ça va vous l'augmenter de moins de 10 à peut-être 15 ou 16. On est loin des 40% des recos HAS, et en tout cas, ça ne servira pas à corriger votre patient. Ce qui veut dire que quand vous allez passer les PFC dans ce type de situation, thoraco-laparo de sauvetage, on ne contrôle rien, ça saigne massivement, etc. C'est pas 1 pour 1 qu'il faudra faire probablement, parce que même 6, ça ne va pas vous amener grand-chose. C'est probablement plus raisonner sur le poids, 20 à 30 ml kg. Et donc là, vous allez avoir des ratios complètement inversés, où vous allez pouvoir passer des fois 8, 10, 12, 14 PFC avec 6, 8 CGR. Donc vous allez pouvoir des fois, dans certaines situations catastrophiques où on ne contrôle rien, c'est ce type d'ambiance, passer beaucoup plus de PFC que ces fameux ratios 1 pour 1. La stratégie ratio, je vous rappelle que c'est de la transfusion massive. Plus de 10 CGR par 24 heures. On voit des patients des fois qui arrivent, qui ont eu 2 CGR, on a rajouté 2 PFC. C'est n'importe quoi. Et au final, ça me fait dire que cette stratégie de ratio qui s'attache à la transfusion massive, il y a une confusion massive autour de tout ça. Les gens maintenant passent un CGR, ils passent un PFC, parce que 1 pour 1. Non, c'est uniquement des situations où vous êtes à plus de 10 CGR, où vous pensez que vous allez atteindre plus de 10 CGR. Rappelons également que ces études ratio, elles sont toutes faites en Amérique du Nord, à 98%.
En Amérique du Nord, il n'y a pas de concentré de fibrinogène. Il y a un petit peu de cryoprécipité, et dans les travaux qui ont été publiés, la prescription de cryoprécipité, c'est 0, quelques % des patients. Ils n'en passent pas de fibrinogène parce qu'il faut les décongeler, parce que ça coûte cher, et ils ont les PFC qui sont déjà tout décongelés. Donc du coup, toutes ces études, le message de ces études, c'est que quand vous n'avez pas de concentré de fibrinogène, faire 1 pour 1, c'est mieux que 1 pour 3. C'est ça le message. En France, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Vous avez du Clotafact, vous avez de l'hémocomplétant, on a différents types de concentrés de fibrinogène. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la validité de ces études dans les pays européens? On a des concentrés de fibrinogène. Rien n'est validé chez nous. Et pour autant, on entend régulièrement des gens qui nous disent qu'il faut faire du 1 pour 1. C'est pas validé chez nous avec des concentrés de fibrinogène. C'est des travaux qui restent à faire. Donc chez nous, peut-être que le ratio, en tout cas chez nous, le ratio, il est de 1 pour 3, 1 pour 4. Quand on regarde après ce qui se passe. Parce qu'on met beaucoup de fibrinogène. Et donc ça modifie complètement l'équilibre des produits entre eux. Travail anglais, où là il y a du fibrinogène qui est utilisé, les pays d'Europe du Nord, et on s'aperçoit que quand vous faites du 1 pour 1, dans 50% des cas seulement, vous êtes dans la cible de correction de l'hémostase. Que quel que soit le ratio n'est pas rattaché à une amélioration de l'hémostase. Et dans ce travail, le seul truc qui est rattaché à une amélioration de l'hémostase, c'est le nombre de grammes de fibrinogène que vous donnez. Plus vous amenez de fibrinogène, mieux vous corrigez votre coagulopathie. Plus vous augmentez le ratio, aucun effet sur la correction de la coagulopathie. Ça, c'est une situation européenne, et ça nous parle à nous. 2 minutes. Et ben, je vais juste avancer là-dessus, et j'ai quasiment fini, en fait, ça tombe bien. Quand vous avez une suspicion de coagulopathie, donc je vous l'ai dit, situation clinique sous contrôle, on fait l'algorithme biologie standard au ROTEM, et quand la situation n'est pas contrôlée, on fait du DCR, et ça Stéphane va vous en parler, CGR selon les MOQ, Clotafact 50-75 mg kg, l'acide tranexamique de manière répétée, des plaquettes selon la numération, et puis plio PFC selon le CT de l'externe. Donc j'attends le CT de l'externe pour faire mes plio PFC, sauf dans une situation, quand je suis dans une situation de sauvetage, et là pour Stéphane, j'ai mis cette photo, vous voyez qu'il y a du plio qui est transfusé au patient, c'était le 16 août, ça, il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc dans ces situations de sauvetage extrême, là je balance tout, et ensuite je fais du ROTEM pour adapter. Alors ça marche très bien, je passe là-dessus. En préhospitalier, aucune indication de produits sanguins. On peut peut-être discuter du fibrinogène quand vous allez chercher des patients très loin et qui sont très hémorragiques, les jonctions se murent avec la boîte de Honeg, mais c'est tout. Et en conclusion, choc hémorragique, hémostase, damage control, agir vite en cas de coagulopathie, l'hexacyle systématique, soyons monosynaptiques. Le diagnostic, c'est vraiment les techniques viscoélastiques qu'il faut implémenter. Le fibrinogène, c'est un traitement de première ligne. Et puis, le meilleur traitement à la coagulopathie, c'est vraiment la rapidité de l'hémostase, radiologique ou chirurgicale. Je vous remercie. Donc, pourquoi s'intéresser au traumatisme thoracique Traumatisme thoracique et choc hémorragique, traumatisme thoracique et choc inflammatoire, c'est ce que j'essaierai d'aborder un petit peu. Et puis quelques mots du traumatisme thoracique pénétrant et blast, même si je pense qu'on le reverra à la fin et dans la discussion. Alors pourquoi s'intéresser au traumatisme thoracique? D'une part, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui encore, la cinétique du risque vital est très basée sur ce qu'on fait dans les premières heures. Et je crois que si vous avez écouté le TGV Jean-Stéphane David, vous aurez bien retenu qu'il faut faire vite et fort. Et en clair, cette notion-là, elle est vraie pour tout traumatisé sévère, mais notamment pour le traumatisme thoracique. La seconde justification, c'est que malheureusement, avec le traumatisme thoracique, on a à la fois une association de malfaiteurs, puisque la traumatologie thoracique réunit bien des éléments qui vont entraîner un risque de décès des patients et un risque de coagulopathie, mais aussi souvent un assassinat aveugle, puisque malheureusement, souvent les choses ne sont pas symptomatologiques autant qu'on l'espérait pour la prise en charge des patients. La première chose donc qu'on va aborder à ce niveau-là, c'est dans le traumatisme thoracique et le choc hémorragique pour sa valence. Je ne vais pas repartir sur les principes de coagulopathie, Jean-Stéphane les a parfaitement évoqués et on en reparlera peut-être un petit peu avec le damage control, mais sur deux aspects bien particuliers qui sont l'hémothorax et la lésion l'isthme aortique pour un petit peu essayer de peut-être tuer des croyances encore et puis surtout voir un petit peu les choses comme on doit les voir maintenant. Comme je vous le disais, le traumatisme thoracique, c'est un tueur silencieux. Pendant très longtemps, pendant ma jeunesse en tant qu'interne, bien comme chef de clinique, on parlait énormément lors des revues du pneumothorax, de la lésion isthmique potentielle, etc. Mais l'hémothorax était souvent sous-évalué en volume et en fréquence. Le problème, c'est qu'il faut quand même savoir que le volume de la cage thoracique, c'est quasiment une volémie dans un hémithorax.
Et ça, vous ne verrez rien, si ce n'est à la radio, effectivement, comme on l'a pu le voir sur l'image de Jean-Stéphane tout à l'heure. La cavité pleurale, c'est une cavité à basse pression et à grand volume. Basse pression, grand volume. Donc le remplaçage se fait de façon passive, même s'il est veineux. Donc de ce côté-là, il ne faut pas espérer avoir forcément une coagulation intrathoracique. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, de par la cage thoracique, on a souvent une absence de déformation visuelle, si ce n'est bien sûr dans le cadre de volet thoracique, qui est un autre problème. Il y a donc une participation à la spoliation sanguine, on l'a vu, ça rentre dans la triade, mais c'était aussi une participation à la coagulopathie de consommation, puisqu'en effet, comme vous voyez ici, ça c'était chez un patient traumatisé, vous avez quelques heures à peine après le trauma, on aboutit sur une problématique de coagulopathie de consommation de polytransfusion à faire une VTC, et la première chose qu'on voit avec les caméras, c'est un énorme caillou. Donc vous vous doutez bien que dans cet espace-là, parce qu'il y avait 1,2 litre, 1,3 litre, malgré tout ce qu'on avait déjà absorbé avec 2 drains thoraciques, vous savez bien qu'il y a énormément de facteurs de coagulation qui ont participé un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur du thorax et qui donc ne participe plus à l'hémostase et la coagulation physiologique du patient dans le reste de la prise en charge du traumatisé sévère. Donc, hémothorax non coagulable, je vous rappelle que c'est aussi souvent un des paramètres qui fait qu'on dit qu'un hémothorax peut être retransfusé tout de suite, après lavage et épuration, mais c'est aussi expérience de la vidéochirurgie qui nous permet effectivement de faire un bilan rapide, d'où, je tiens à le lire, le lien qu'on avait rappelé lors des recommandations formalisées d'experts, de l'importance de transférer cette typologie de patients vers des centres de référence où on pourra avoir la vidéochirurgie rapide et qui n'est pas des choses forcément très extensives, mais qui nous permettent souvent de faire un bilan des lésions et de porter le meilleur secours au meilleur patient au meilleur moment. L'histoire naturelle de l'hémothorax. On aimerait tous, et j'ai appris ça, que ça aille vers la résorption. Moi, j'ai entendu, il y a encore de certains de mes maîtres qui sont proches de la retraite maintenant nous dire, encore il y a quelques années, l'hémothorax, laissez-le tranquille, ça va se résorber, tout va bien se passer, madame la marquise, et ça sera bien. Malheureusement, très souvent, ça n'est pas ça, et on pourra donner des cut-offs. Malheureusement, ça évolue quasi constamment vers ça, vers la cailloutage. Qui dit cailloutage, dit saignement et coagulopathie, on vient d'aborder. Et donc, entretien l'hémothorax. C'est un service qu'on connaît tous, c'est pas propre au thorax, mais en clair, il est bien retrouvé ici. L'autre élément, c'est qu'effectivement, ça va participer à des détresse respiratoire. On sait, on a prouvé, par nos travaux, mais d'autres travaux également russes et allemands, qu'au-delà de 500 cc d'hémothorax, on avait des ectectasies passives, on avait une participation à la coagulopathie, mais on avait une majoration de l'hypoxémie due aux contusions pulmonaires ou à d'autres facteurs. L'autre élément qui est important, et vous l'avez tous appris, c'est que l'hémothorax, c'est du sang. Et la gélose de sang, les bactéries, miam miam, ils adorent ça. Et donc on a souvent des problèmes infectieux. Immédiats, très peu souvent, à distance modérée, 48 heures, beaucoup plus régulièrement, à long terme, possiblement. Pour avoir fait 6 ans de chirurgie thoracique, il est très régulier qu'un chirurgien thoracique reçoive un patient, alors que nous l'avons, nous, urgentistes, et nous, réanimateurs, oublié depuis longtemps, reçoive un patient qui, après un hémothorax qui n'a pas été drainé, revient après une consultation par un médecin généraliste, par des physiothérapeutes en temps, par un pneumologue, qui l'envoie au chirurgien thoracique 4-6 mois après, avec des empyèmes thoraciques, avec des séquestrations d'hémothorax et des surinfections des fièvres vespérales, et qui vont aller vers décortication pleurale dans des conditions affreuses et de chocs septiques expérimentaux au bloc opératoire. Ça, nous ne le voyons pas. Certains d'entre nous, anesthésistes, le voient, et les chirurgiens thoraciques, souvent. Et par ailleurs, cette infection peut participer à des détresse respiratoire. Donc ces deux cercles vicieux, qui malheureusement sont souvent le cas, sont souvent ignorés de certains en tout cas, et qui ne concourent pas à la gestion de ça. Et puis dernière chose, c'est les symphyses, les séquelles fonctionnelles. Dans les mêmes chirurgies, vous pouvez voir des patients qui ont des feutrages au niveau pleuraux, avec des séquelles fonctionnelles majeures. Et quand c'est ces jeunes traumatisés qui sortent, qu'on sauve de la vie, mais qui après ont des réductions d'ampliation thoracique et des séquelles douloureuses et physiologiques importantes dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc vous voyez que l'histoire naturelle, malheureusement, n'est pas aussi univoque et uniciste qu'on aimerait la connaître. L'autre crainte pour la problématique de drainage, c'est l'isthme aortique. On a longtemps entendu dire, effectivement, attention, l'hémothorax important, un polytraumatisme, s'il a un isthme, et même si on prouve qu'il y a un isthme aortique, attention, si vous drainez cet hémothorax, ce qui est important, mais finalement, vous allez stopper la compression interne. Alors, je vais prendre 2 minutes puisqu'on est allé très très vite avec Jean-Stéphane pour faire une parodie. Le principe de dire qu'un hémothorax comble une fuite isthmique, c'est s'imaginer être avec un tuyau d'arrosage. Je sais, ce n'est pas courant chez vous, moi je le fais tous les jours pour tester. C'est mettre un tuyau d'arrosage dans une baignoire et se dire que le volume de la baignoire va arrêter le flux du tuyau d'arrosage parce que le volume de la baignoire est important, il va donc colmater la brèche du tuyau d'arrosage. Forcément, à 100% des cas, même en contrôlé double aveugle randomisé, la baignoire déborde.
Voilà. Donc le principe de se dire que l'hémothorax va colmater la brèche isthmique, c'est un non-sens physiologique, et il y a de nombreux patients qui arrivent en arrêt cardiaque, le bloc opératoire non drainé, avec cette phénomène-là, alors que finalement le drainage aurait permis d'abord, 1, de retransfuser, 2, d'évaluer correctement le saignement, et 3, de maintenir en vie le patient sous, bien sûr, un remplissage massif et le traitement de la coagulopathie jusqu'à que le chirurgien fasse son œuvre. Mais ça, de ce côté-là, c'est malheureusement une crainte et qui se retrouve encore parfois de moins en moins dans les CHU, mais qui encore traîne de ci, de là. Ce que la littérature dit, par contre, c'est que de façon certaine, un épanchement pleural important peut entraîner une compression des cavités cardiaques, par caillotage, plus que par compression globale. Et tous ceux qui ont fait de la chirurgie thoracique et de la greffe pulmonaire connaissent parfaitement cette zone-là. J'ai eu, dans mon passé, avant d'être urgentiste, fait 6 ans de chirurgie thoracique. On a eu repris de nombreux patients après chirurgie thoracique, greffe notamment, avec un décapotage du patient au déchocage, pour un caillotage précoce des patients avec une compression des cavités droites. Donc ça se voit. Il n'y a pas besoin de 2 litres d'hémothorax. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. L'histoire naturelle, par contre, elle est le retour à la paroi. Vous verrez que tout chirurgien, vieux ou jeune, vous dira qu'un poumon guéri, c'est un poumon à la paroi. Et ça, cette donnée, on va la garder. Il ne faut pas concevoir le patient qu'à la santé. Il y a une réhabilitation post-thoracique et des séquelles allergiques et fonctionnelles. Le problème n'est pas de drainer ou de ne pas drainer, c'est quand, comment, qui va le drainer et où, et les moyens diagnostiques qui vont donner. Les moyens diagnostiques, on le sait, on va en discuter, c'est l'apanage de l'échographie. L'intérêt de l'échographie, ça se fait au déchocage, que ça ne ralentit pas vraiment la prise en charge du patient. Ça nous permet de faire un bilan, le FAST, l'IFAST et l'étendue, etc., de faire un bilan complet du patient. On peut évaluer aussi par des paramètres qu'on avait pu rapporter, de même que d'autres auteurs, des éléments qui nous permettent de dire, mais voilà, votre patient a plus de 500 cc de volume sanguin à ce niveau-là, et à plus de 500 cc, il faut drainer. Parce que malheureusement, très souvent, ça ne s'arrêtera pas de saigner si le poumon ne revient pas à la paroi. Et un des meilleurs moyens de faire l'hémostase locale, c'est d'avoir un poumon à la paroi. Donc ces données-là, elles existent, et le cut-off, c'est 500 cc. Et au niveau scanographique ou au niveau de l'échographie, on peut avoir ça. Et puis l'avantage de l'échographie, c'est non seulement on peut le faire en one-shot, mais c'est aussi du monitorage de la reproductibilité. Et ça, là-dessus, on avance bien. La lésion de l'isthme aortique, puisque je vous parlais de l'isthme aortique, c'est vrai que c'est l'autre grande crainte de la traumatologie thoracique, avec des très belles images et des prises en charge de patients qui parfois sont extrêmement difficiles. Alors, il existe des algorithmes cliniques, parce qu'effectivement, une isthme, avant qu'on ait fait le body scanner, donc à faire, bien sûr, mais ça je ne le rappelle pas, c'est une évidence pour tout le monde. On a aussi des facteurs cliniques qui nous permettent de nous dire que quand un patient est hypotendu, quand il y a des fractures de côte, mais également quand il y a des fractures des os longs des membres, on peut être effectivement adresser des indicateurs composites qui nous disent attention, ce patient-là, c'est une haute cinétique probable, il a un traumatisme du thorax, et en plus il a le bras cassé, les jambes cassées, etc. On a des indices de cinétique élevés qui peuvent nous faire penser à ça. Et malheureusement, les 2 derniers morts de traumatologie sévère qui sont morts de façon, on va dire, non attendus et qui n'ont pas dû mourir ces 5 dernières années à Marseille ont été 2 jeunes en scooter. Malheureusement, ils avaient le travers d'avoir le caractère marseillais, c'est-à-dire très chiant. Et en cas, ils sont arrivés quasiment sur leurs jambes aux urgences, ont été extrêmement pénibles, n'ont jamais accepté d'aller jusqu'au body scanner. Il faut dire que pour le radiologue ne nous a pas aidé du tout, puisqu'à 4h du matin, lui aussi nous a fait comprendre que ça suffisait et que lui a envie de dormir, mais que nous, pour le problème des gentils, c'était pas le sien. Et donc les 2 patients sont décédés d'arrêt cardiaque, l'un en montant vers le service de chirurgie thoracique à l'hôpital Nord, et l'autre en étant ressorti, retourné chez lui, qui était retrouvé mort le lendemain. Donc c'est le problème, il est toujours assez important, et malheureusement la présentation clinique n'est pas toujours très parlante, et cet isthme est souvent un problème. La rupture isthmique et l'hémothorax, si le patient est stable, il faut rester calme, là aussi. Le bilan iconographique doit être complet, un avis chirurgical. Et si une rate saigne, comme 2 fois ça s'est passé encore cette année dans les environs de Marseille, c'est la rate qui prime. On est en 2016, 2017, mais encore une fois, 2 fois dans les 6 premiers mois, sur des CHG, on nous a transféré les patients avec des isthmes sans opérer et sans gérer leur rate qui saignait, encore en 2016-2017, parce que le chirurgien qui était consulté sur place a dit « oulala, il y a un isthme, c'est l'isthme qu'il faut opérer tout de suite en chirurgie cardiaque », comme quoi les choses n'ont pas tout avancé chez tout le monde. Le réanimateur du coin et l'urgentiste du coin ont confirmé, et on a mis dans le camion des jeunes patients avec des rates qui saignent. Donc encore une fois, l'isthme, si la rupture isthmique, il y a différents stades, n'est pas une dissection complète, mais seulement un flap intimal et qu'il y a un hémothorax et que le patient est stable, éventuellement on draine l'hémothorax et on transfère le patient, on opère sa rate si elle doit être opérée. Si le patient est instable, par contre, effectivement, c'est la question qui se pose beaucoup plus complexe de l'hémothorax et s'il est massif ou pas. Si oui, il est massif, supérieur à 500 cc, pour moi, ça commence à être du massif. La moyenne des hémothorax sur les 200 traumatismes thoraciques sévères qu'on avait dans notre database, c'est presque 700 cc dans les 2 premières heures. Donc très souvent, on dépasse ce volume-là. Si oui, c'est un drainage, et on va voir le drainage, sinon c'est la vie chirurgicale en extrême urgence.
Là-dessus, si la rupture est incomplète, c'est l'exsanguination et la tamponnade qui vont tuer le patient si effectivement on a des éléments. Le patient instable. Si la rupture est complète, par contre, là, à ce moment-là, on sait que c'est 90% de mortalité précoce. Ces patients vont très souvent mourir pendant la prise en charge. L'hémothorax, c'est la gravité du traumatisme. La seule chance, c'est un chirurgien à proximité qui peut faire une thoracotomie de sauvetage. Et après, on a quelques cas cliniques de mise en place d'endoprothèses dans des conditions de massage cardiaque externe continu jusqu'au bloc opératoire, mais c'est encore des histoires de chasse. La sévérité, voilà, là-dessus, c'est que tout simplement ça s'est rapporté, ça fait presque 10 ans, même 15 ans que c'est fait, mais on reste un peu avec les mains données. Si c'est un hématome intramural ou un petit flap intimal, c'est une surveillance armée, donc les chirurgiens vont les opérer dans 48-72 heures sans aucune urgence. Si la rupture est sous-ventricielle, modification de la lumière aortique, là il faut une intervention chirurgicale programmée, ça veut dire dans les 24 heures, on y mettra une endoprothèse. Si par contre il y a une transection de l'aorte avec un saignement actif d'une obstruction de la lumière aortique, c'est la chirurgie immédiate. Si le patient est en arrêt cardiaque, on ouvre le capot et on gère. Si ça l'est pas, maintenant c'était encore l'apanage de la chirurgie cardiaque il y a encore 2, 3, 4 ans. Depuis 1 ou 2 ans, on a de plus en plus de petites séries de cas qui rapportent des poses d'endoprothèse en extrême urgence et qui sont assez intéressantes à suivre. On a un recul trop modéré pour l'instant, mais je pense que d'ici pas longtemps, on mettra de côté la chirurgie immédiate pour travailler sur l'endoprothèse. Les endoprothèses, comment ça marche ? Il y a différentes méthodes qui sont disponibles. On a la 4e génération, c'est extrêmement simple. On fait un abord fémoral. La procédure dans la série qu'on avait publiée il y a maintenant 10 ans, alors qu'on a bien accéléré, c'était déjà qu'1 heure et demie. Maintenant, c'est une petite heure au bloc opératoire. Ça va très vite. Pas d'héparine, bien sûr. Donc, pas d'anticoagulation. On gère le patient autrement. C'est plus comme avant. Le temps de l'expansion de l'endoprothèse, c'est inférieur à 5 secondes. Maintenant, c'est inférieur à 1 seconde. Donc, c'est fait extrêmement rapidement. Il n'y a aucun. L'oxygénation hémodynamique, on l'avait fait, je vous fais grâce du petit tableau, mais en clair, rien ne bouge pour nous. Donc, au niveau anesthésie et réanimation, il y a absolument rien qui se passe. C'est un abord au niveau fémoral, on monte un guide et ça nous permet de savoir s'il faut une endoprothèse ou 2 pour couvrir tous les zones lésées. Ça se pose extrêmement rapidement, maintenant moins d'1 heure c'est fait et on retourne générer le patient et on a sécurisé notre aorte. On a un recul maintenant avec ces endoprothèses de près de 15 ans sur les premières générations. Les 3e et 4e générations, c'est plus 10 ans. Il y a des gros articles qui sont sortis ces dernières années, et notamment en début de 2017, qui montrent qu'elles se dépassent quasiment plus, parce que c'était quand même le souci. Les premières générations bougeaient parfois le patient. Là, on a un recul de 10 ans, ces endoprothèses ne bougent plus. On n'a pas de problème de thrombose. La seule chose que vous avez pour nos amis cardiologues, c'est que vous avez effectivement une augmentation de la différentielle avec une systolique plus importante chez les patients, par contre une diastolique qui reste la même. Donc on a une hypertension artérielle plutôt systolodépendante, mais tout simplement sur la perte d'élastance et de capacitance de l'aorte dans son segment 1 et 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le trauma thoracique et le choc inflammatoire, qui là aussi était important? C'est des choses qui sont connues depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est celles-là qui sont plutôt des chirurgiens, avaient déjà détaillé cet algorithme. La défaillance respiratoire, on avait bien sûr des réactions inflammatoires avec différents médiateurs qu'on connaît bien. La ventilation mécanique, on le sait, peut avoir des paramètres agressifs et à majorer la mécanotransduction et les problèmes de stress, etc. au niveau alvéolaire. L'hypoxie tissulaire, effectivement, qui majore. Et tout ceci concourt à participer à la défaillance viscérale. Sachez une chose, c'est que le thorax, en termes, une fois que le choc hémorragique est contrôlé, est le premier organe à dysfonctionner. Il dysfonctionne environ 1,5 jours avant le rein, avant le foie et les autres organes. Donc c'est un organe qui parle de façon assez précoce au niveau de la prise en charge du traumatisme thoracique. Donc on a travaillé beaucoup sur la contusion pulmonaire, je vous en parlerai un petit peu plus en avant de l'exposé, mais la contusion pulmonaire est la lésion la plus fréquente en traumatologie thoracique, moins dans les traumatismes pénétrants, puisque effectivement, mais en traumatologie civile, on va dire fermée, c'est la contusion pulmonaire qui est la lésion qui est la plus fréquente en traumatologie thoracique sévère. Ça va entraîner l'hypoxémie tout simplement parce qu'il y a un effet shunt, c'est évident à comprendre. Les trous ventilatoires vont s'y rajouter à des zones de prénombre. Et en effet, ceci est un modèle porcin sur lequel on a travaillé pendant presque 6-7 ans avec le service santé des armées. C'était des cochons de 30-40 kilos et on induisait par une technique semi-balistique dès les conditions pulmonaires sans hémothorax et surtout sans lésion cardiaque, s'ils n'avaient jamais étudié les profils hémodynamiques de ces animaux. Et donc on s'aperçoit que lors de contusion pulmonaire, on a 2 éléments. Enfin, quand vous faites des découpes de ces poumons et que vous les étudiez en microscopie électronique, vous avez 3 composantes. Vous avez des parties qui sont des parties saines. Vous avez ici là, tout ce qui est rose, bien joli. Vous avez des zones qui sont contuses et c'est comme le cerveau avec la zone de traumatisme, de contusion cérébrale, c'est mort. Quand vous faites la microscopie électronique, vous n'avez plus aucun septa qui respectait les bronchioles, etc. Tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du sang. Et autour de ça, vous avez des zones qui sont ici en violet.
qu'on voit ici, ou à la périphérie qu'on voit en violet. Tout ça, ce sont des zones en fait qui sont contuses modérément, mais surtout énormément de zones d'altectasie. Et quand on fait un microscope électronique sur ces zones-là, on sait pas ça, c'est quoi? Toute l'ultrastructure bronchique et alvéolaire est maintenue. Seulement, vous avez déjà quelques globules blancs dedans et beaucoup de sang. Et ça, c'est de l'altectasie. Et c'est qui explique pourquoi la ventilation non invasive, c'est pas le propos du jour, mais pourquoi la ventilation non invasive marche probablement en traumatologie thoracique, simplement parce qu'on ne peut pas récupérer ces zones contuses, parce qu'elles sont mortes, ça sera du séquestre, mais par contre on va récupérer toutes ces zones alvéolaires qui sont vues au scanner et qui sont vues au scanner comme des contusions vraies, mais qui en fait sont récupérables, recrutables dans les premières heures de la prise en charge du traumatisé thoracique. Et effectivement, si on a étudié un petit peu ce qui se passe avec ces contusions pulmonaires, on a une hypoxémie. Cette hypoxémie là-dessus va évoluer dans le temps et va se corriger en quelques heures. Bon, là, en 2 heures, s'il y avait des lésions étaient uniques, le shunt va se faire. Il va y avoir une vasoconstriction pulmonaire hypoxique. Ces zones-là vont être exclues et on aura un shunt qui va réduire et l'hypoxémie sera contrôlée rapidement dans la prise en charge. Donc, ces trous ventilatoires, si on les laisse évoluer, mais ces trous ventilatoires vont être des zones, là on pourrait rentrer presque dans le SDRA, la physiopathologie du SDRA, mais ce sont des zones de stretching, c'est-à-dire en clair ce sont des zones qui vont être ouvertes et collabées à chaque cycle respiratoire, surtout bien sûr en ventilation mécanique, et ces zones-là, on le sait maintenant pour les gens qui gèrent le SDRA, sont extrêmement génératrices d'œdème lésionnel par des mécanismes de transduction et de stress, et vont provoquer effectivement une réaction inflammatoire qui va être d'abord locale, puis après ça va se transdélocaliser et va être plus tard systémique. Ces phénomènes-là ne sont pas initiaux. C'est-à-dire quand on considère, je ne sais plus si je l'ai mis, mais je ne crois pas, là c'est la réaction inflammatoire, peu importe, si on considère le temps, dans ces zones-là, ces deux parties-là vont durer environ, si on a un traumatisme thoracique isolé, environ 6 à 12 heures. 6 à 12 heures. La réaction inflammatoire va apparaître à partir de la 12e heure. On peut vous le dire, avec nos amis de l'armée, on a fait des gardes de cochons pour voir quand ça apparaît, et ça apparaît après la 12e heure. Donc ça veut dire quoi pour nous cliniciens, pour nous urgentistes, pour nous réanimateurs? C'est que pendant cette zone-là, on peut gérer le côté ventilatoire, qui est finalement une question mécanistique des choses, de recrutement alvéolaire, et on n'a pas encore de gros problèmes d'inflammation. Si par contre on laisse les choses évoluer, avec ces phénomènes-là qui sont bien connus en termes de ventilation, de lésions induites par ventilation mécanique, effectivement, on va arriver à des œdèmes lésionnels qui va se rajouter à ça et qui va rajouter effectivement un agresseur dans cette histoire naturelle. Donc il faut essayer de s'en prémunir. Est-ce qu'il existe un rapport entre taille et gravité au niveau des conditions pulmonaires? Oui, c'est maintenant près de 10 ans qu'on en parle. En clair, dès lors que vos contusions pulmonaires atteignent un volume supérieur à 20% au niveau du scanner, effectivement, on a une incidence plus importante de SDRA, des complications. C'est pas que des SDRA, salpopathique, etc. Donc en clair, il faut considérer 20% comme le cut-off qui est vraiment sur lequel il faut vraiment se baser sur une stratégie ventilatoire adaptée et mécanistique. Voilà, donc ça, là-dessus, je vous l'avais dit. Je ne vais pas plus loin. Traumatisme pénétrant et blast, pour finir, je m'étendrai très peu sur le traumatisme pénétrant, puisqu'on va en reparler probablement avec les damage control, mais toujours un blessé grave, contexte violent. C'est un facteur de risque indépendant de mortalité, ça fait plus de 10 ans qu'on le sait. Toujours craindre la lésion cardiaque, on l'avait vu avec l'exemple de Jean-Stéphane David tout à l'heure. Toujours le problème de la cinétique tragédie-illusionnelle. Fréquence des lésions abdominales associées aussi, ce qui motive également bien sûr non seulement le body scan mais la prise en charge multi-professionnelle, multispécialiste et l'indication de la vie chirurgicale très large, donc un transfert orienté vers les traumas inter. Ça là-dessus je n'invente rien. Effectivement, ça j'avais fait un petit crowbar pour nos étudiants, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'une balle malheureusement va faire un trajet rectiligne, et même si on a un orifice de sortie qui est rassurant, mais malheureusement, et on l'a bien compris avec les problématiques actuelles de terrorisme, des trajets annexes peuvent être là et entraîner des lésions même à distance de l'orifice d'entrée, de l'orifice de sortie de la balle ou du projectile. Oui, 2 minutes, mais j'ai fini. Traumatisme pénétrant, là-dessus, juste 2 minutes, c'est les épanchements. Les lésions cardiaques sont présentes dans quand même jusqu'à 10% des cas. Les lésions vasculaires et les autres lésions de façon beaucoup plus faible. Mais là aussi, encore une fois, les traumatismes pénétrants, c'est la gestion avant tout des épanchements. Les problématiques de gestion, c'est pas au niveau de la ventilation, stratégie ventilation. On a étudié ces patients-là, les patients qui étaient traumatisés, sont souvent des patients effectivement qui vont
finir en chirurgie sont souvent des patients qui ont un hémothorax, l'hémothorax c'est plus trop autorétecteur. Par contre, ce sont des patients qui ont des lésions pénétrantes, qui ont un pneumothorax et qui ont des conditions pulmonaires, qui ont des facteurs protecteurs également. Donc on a étudié ceci. Et le blast pour finir, juste une chose, ça c'est les travaux qu'on a pu publier depuis quelques années, dont le dernier a été fait avec Bertrand Prunet, et finalement on a pu rappeler que les contusions pulmonaires qu'on a pu étudier se rapprochent de très près des lésions qu'on voit avec des blasts. Et c'est vrai que quand on a des forces armées qui sont protégées ou des victimes qui sont, enfin en tout cas des policiers qui sont protégés par des gilets par balles et autres, on en retrouve très souvent chez ces patients-là, non pas des lésions pénétrantes, mais des lésions de blast, effectivement, et c'est ces lésions-là qu'il faut arriver à traiter. Et ils vont traiter finalement un peu comme les contusions pulmonaires, et c'est une physiopathologie nouvelle sur laquelle on va progresser avec nos amis de l'armée. Je passe ces diapositives pour vous remercier de votre écoute et attendre vos questions. Quand Marie Curie travaille à développer des appareils de radio, elle dit que l'image, il faut la faire là où sont les victimes. Et comme on est au début du siècle dernier, eh bien, on va la faire là où sont les patients. Et donc, c'est les petites curies. Et donc, l'imagerie préhospitalière est aussi vieille que l'imagerie. Première revue de la littérature, vous voyez, 1916, l'imagerie préhospitalière sauve des blessés. On n'est pas dans un hôpital, on est délocalisé. Donc il y a longtemps qu'on le sait. Deuxième élément d'introduction, l'échographie abdominale et le FAST, c'est l'examen number one. C'est l'examen number one à plusieurs titres. Après que les toutes premières images d'échographie, c'est celle-ci, c'est thoraco-cervical, ça s'est focalisé sur l'abdomen parce qu'on n'avait pas d'autres techniques d'exploration. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est avéré ? Il s'est avéré que le premier transfert qui s'est fait vers des radiologues, vers des paradiologues, ça a été l'échographie abdominale. Le premier sur lequel il y a eu des études scientifiques pour montrer qu'on pouvait réaliser ce transfert et que ça avait un impact sur le patient, c'est l'échographie abdominale. Et quand on se met à faire de l'échographie, et même généralement quand on apprend l'échographie aux novices, on commence par l'échographie abdominale. Donc l'échographie abdominale, examen number one. Par contre, pour transférer du radiologue à l'urgentiste et de l'intra à l'extra-hospitalier, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être définies, qu'on avait ici caractérisées en 3 points sur des appareils pour le massage cardiaque, mais finalement c'est la même chose. Et parmi ces conditions, la première, c'est que ce soit techniquement faisable d'aller faire en dehors de l'hôpital. Et ça a été la première limite. Les premières tentatives de faire de l'échographie en dehors de l'hôpital, elles sont anciennes. Vous voyez, c'est un papier publié il y a une trentaine d'années dans la revue des SAMU qui soulignait les limites. Les limites, c'est quoi ? C'était le poids de l'appareil, c'était la qualité de l'appareil, c'était l'autonomie de l'appareil, la luminosité. Donc, depuis longtemps, on cherchait. Et en fait, c'est la technique qui permet de faire ce transfert. J'y reviendrai. Dans la technologie du transfert, il y a aussi un point qui est important, c'est comment vont être formés les paradiologues à réaliser en dehors de l'hôpital un examen, parce que quand on le fait en intra-hospitalier, il y a du coaching qui est facile à gérer, qui ne l'est plus quand on est en dehors de l'hôpital. Donc, dans la capacité technique à exercer ce transfert, il faut aussi intégrer la formation et l'encadrement. Les problèmes techniques aujourd'hui sont complètement réglés, vous le savez. On est sur ce modèle aujourd'hui. On achète une sonde qu'on branche sur le smartphone ou sur la tablette. On télécharge le logiciel. Il n'y a plus que la sonde à acheter. Ensuite, le FAST a eu sa propre histoire et le FAST d'aujourd'hui n'est pas le FAST d'hier. Le concept date des années 70, donc vous voyez ça fait extrêmement longtemps. Il est défini comme étant abdominal. Le A de FAST au début c'était abdomen, mais ça c'est dans les années 90. Et puis on s'est rendu compte que c'était par trop limitant que de se cantonner au seul examen abdominal. Et donc en 99, mais on va dire au début du siècle, finalement, le A de abdominal devient assessment et c'est globalement l'évaluation du patient qui est faite par échographie. Et depuis, on est allé encore plus loin et il est extended. On va élargir encore le spectre des examens. Et effectivement, l'examen abdominal ne doit pas, et ce serait la principale erreur en parlant du FAST, être considéré comme une fin en soi. Certes, on va cibler l'abdomen, mais il ne faut pas confondre ciblage et œillère. On a le patient qui a
un traumatisme. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on n'examinerait que l'abdomen? Rien ne dit que son traumatisme, lui, est focalisé à l'abdomen. Or, aujourd'hui, on le sait de façon certaine, l'échographie permet d'explorer le patient de la tête aux pieds. Doppler transcrânien. Ça n'a pas été évoqué puisqu'on n'a pas trop parlé de traumatisme crânien, mais à la fois on a la preuve qu'il y a la possibilité de faire du Doppler transcrânien au préhospitalier sous réserve d'avoir le matériel et la formation ad hoc, et en intra-hospitalier des données solides pour considérer que ça permet d'améliorer la prise en charge du patient et de détecter plus tôt des mécanismes physiopathologiques à traiter. Ça, vous regardez la vidéo en bas, c'est la pupille du patient. Vous m'accorderez que dans ce traumatisme crânien, l'examen des pupilles va être compliqué. Eh bien, quelque chose d'aussi simple que l'échographie vous permet de mesurer la taille de la pupille et de vérifier que vous avez un réflexe pupillaire. D'autres sont allés jusqu'à la mesure de la taille du nerf optique, qui serait un reflet de la présence d'un œdème cérébral. Si je continue à descendre, on a vu les lésions thoraciques et ces patients, on peut être amené à les intuber. Et en cas d'intubation difficile et ou pour contrôler la bonne position de l'intubation, ça se fait en quelques secondes à l'échographie. Et puis ce patient traumatisé de l'abdomen, il a tout à fait le droit, ça a été évoqué aussi, d'avoir des fractures de côte que vous voyez ici, fracture du sternum. Et puisqu'on est dans la fracture, finalement... on peut regarder les fractures des os. Et regardez, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de médecine pour voir sur la radio qu'il y a une fracture. Mais c'est exactement pareil pour le faire à l'échographie. Est-ce que là, il faut que je vous fasse de l'evidence-based medicine? Temps de formation 15 secondes, savoir allumer l'appareil. Temps de formation 15 secondes, pour apprendre à allumer le négatoscope. Est-ce qu'il faut de l'evidence-based medicine comme sur le parachute, quoi? Le diagnostic de fracture de l'os à la radio et à l'échographie, pour ce qui est des fractures diaphysaires simples, mais généralement on est dans des circonstances où on a plutôt affaire à de la traumatologie simple et franche, le fémur il est pété, eh bien on va pouvoir, avec un temps de formation qui est quasi nul, confirmer le diagnostic. Je peux continuer à descendre, je suis dans le thorax. On a vu, ça a été évoqué par Pierre, le diagnostic de pneumothorax et d'hémothorax. N'oubliez pas, il y a des algorithmes comme celui que je vous montre ici. L'échographie fait mieux que la radiographie sur le diagnostic de pneumothorax et probablement aussi sur celui d'hémothorax, fait jeu égal avec le scanner. Il y a un certain nombre d'études et je vous invite au passage à regarder de quand datent ces études. Vous voyez ici une étude de John Ma aux États-Unis, 265 patients traumatisés, on fait radio, écho et le gold standard c'est le scanner, il y a 25 hémothorax et il y a un taux de diagnostic qui est de quasiment 100%. C'est un papier qui vient juste d'être publié dans Chest où ils ont calculé les ratios de vraisemblance. Alors c'est des patients qui se pointent pour une dyspnée, mais finalement ce qui est valable pour le patient dyspnéique, je vois pas très bien pourquoi ça ne le serait plus chez le patient traumatisé. Et ils montrent des résultats qu'on voit jamais. Le ratio de vraisemblance positif pour le diagnostic de pneumothorax, c'est 4600. On voit jamais un ratio de vraisemblance comme ça. On considère qu'au-dessus de 25, un ratio de vraisemblance c'est vachement bien. 4600. Ça a été dit aussi, le volume détectable est bien plus facile, bien plus faible qu'à la radio. Il faut deux fois et demi moins de volume pour que ce soit détectable. Et ça permet de raccourcir les délais et, dans ces études, d'améliorer le pronostic du patient. Donc il y a une vraie relation entre, qui est de bon sens, la précocité du diagnostic et le pronostic du patient. Donc on a évoqué les contusions pulmonaires. Voilà, je vous montre ici un poumon condensé qui peut-être est contus, peut-être est infecté, qui baigne dans du jus. Pour vous illustrer ça, j'aime bien l'élégance de cette étude. C'est pas de la traumato, mais encore une fois, ce qui marche pour la condensation parenchymateuse liée à une infection, je vois pas pourquoi elle marcherait pas dans un autre contexte. Ils prennent 48 patients qui sont suspects de pneumopathie, ils font la radio comme on fait d'habitude, c'est des pneumonies franches lobérigules, malades standards des urgences, et ils décident de rajouter l'écho. Et en cas de discordance entre les deux, le juge de paix, c'est le scanner. On sait tous intuitivement que la radio n'est pas complètement satisfaisante dans cette situation-là. Et effectivement, il y a des discordances entre l'écho et la radio. Quand la radio trouve quelque chose que l'écho ne trouve rien, ils font un scan, il y a une pneumopathie. Quand la radio trouve quelque chose que la radio ne trouve rien, 8 fois sur 50 patients quand même.
on fait le scan, il y a une pneumopathie. Donc vous voyez ici, en ayant incrémenté la prise en charge, en introduisant l'échographie, on a quasiment 20% de diagnostics supplémentaires de pneumonie. Le premier papier qu'on avait publié, c'est la première observation, c'est un patient qui avait pris un coup de couteau et qui avait un diagnostic précoce, immédiat de tamponnade. Et c'est vrai que c'est plus confortable pour orienter le patient que d'avoir la confirmation du diagnostic à l'échographie, plutôt que de dire c'est un patient qui a pris un coup de couteau et peut-être que, là c'est pas et peut-être que, c'est avec certitude on sait qu'il a un épanchement péricardique. Bon, d'autres papiers, j'en ai mis quand même un peu sur ces différentes indications qui montrent à la fois l'utilisation et surtout la capacité à faire le diagnostic dans le contexte particulier de la traumatologie. Pendant qu'on y est chez ces patients qui peuvent avoir une contusion pulmonaire, on l'a vu, qui peuvent avoir une contusion cardiaque, il est intéressant d'évaluer la fonction ventriculaire gauche et ou la volémie, et ça peut se faire directement par l'évaluation de la fonction VG à l'échographie et par ici l'examen de la veine cave pour la volémie. Enfin, l'abord veineux, vous savez qu'on n'a plus le droit de mettre un cathéter veineux central sans contrôle échographique, et on peut être aidé pour l'utilisation, pour la mise en place d'une voie veineuse périphérique par l'échographie aussi. Voilà, l'échographie, c'est clairement aujourd'hui de la tête aux pieds, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'avait abordé avec Tommy, vraiment en partant de la tête et en screenant le patient, et j'ai passé un certain nombre d'autres indications potentielles. Et d'ailleurs, quand on revient, c'est un point... je n'ai pas encore fini de cerner le problème. La FAST échographie a eu sa propre évolution de cette façon, vous l'avez vu, et aujourd'hui on en est à l'adjonction à l'examen abdominal de toutes sortes de choses, vous voyez, de l'aorte, de la veine cave, du cœur, de la thrombose veineuse, etc. Ce que je vous ai dit précédemment, de la trachée. Et finalement, le concept seul de l'échographie abdominale, il a été abandonné par la réalité du terrain. Je suis devant mon patient, je suspecte une fracture du fémur, j'ai rien d'autre pour faire le diagnostic que mon écho, c'est évident, une fois que j'ai été formé, que je vais l'utiliser. On est allé même jusqu'à complètement oublier qu'au début c'était pour faire de l'abdomen, c'est un des derniers protocoles, et on bascule complètement du traumatisé au traumatisé instable sur le plan hémodynamique, avec, on évalue la pompe, le réservoir et les tuyaux, et vous voyez comment a évolué le FAST. On est passé de 3-4 fenêtres abdominales à l'examen clinique, je dis, complet du patient, orienté, comme le serait notre examen clinique, par les circonstances. Ensuite, et ça a été dit par Xavier, l'échographie n'est pas opérateur dépendant. Ça, c'est peut-être auteur dépendant. Peut-être. On le doit à des personnalités exceptionnelles. Les chirurgiens aiment bien nous faire croire que la chirurgie est un art qui serait lié à leurs compétences propres. Pour l'échographie, pour la chirurgie, j'en sais rien. Pour l'échographie, je le sais de façon certaine parce que ça a été étudié. L'échographie est formation dépendant. Et on s'était fixé comme cahier des charges que après 2 jours de formation, les médecins soient capables d'identifier sur un modèle sain en quelques secondes les cibles, la loge de Morrison, la loge pénorénale, le Douglas et le péricarde, et vous voyez qu'on obtient facilement, après 2 jours de cette formation, on est en médiane en dessous de 10 secondes. Et quand on regarde la courbe d'apprentissage que vous avez ici, ce sont des examens répétés par des médecins novices en échographie. Ce qu'on n'a jamais regardé, c'est ça. C'est que sur le premier examen, certes, le temps est long pour faire ces 4 examens abdominaux. Vous voyez, on est à 150 secondes, donc ce qui est long quand on voit combien on finit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'éparpillement des temps. Parce que peut-être, il y en a qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de chance, des patients sur lesquels c'est un peu plus facile, mais au bout d'une dizaine de répétitions sur le volontaire sain, on a complètement réduit l'intervalle de confiance, et tous les médecins, au bout d'un nombre limité ici, arrivent à faire l'examen dans les mêmes délais. Ce n'est pas opérateur dépendant, c'est formation et entraînement dépendant, et ça c'est vachement important de se le dire. Malheureusement, ce n'est pas de l'art. Et finalement, cette question, elle est anachronique. Les Américains ont publié il y a longtemps, et je vous montrerai quand, juste après, le cahier des charges de ce que le médecin non radiologue, en l'occurrence dans Annals of Emergency Medicine, le médecin urgentiste, devait savoir faire en échographie
abdominale, mais pas que abdominale. Ils avaient publié l'ensemble des indications et ils ont même publié le cahier des charges. Vous noterez au passage que les temps de formation rejoignent un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des temps de formation courts qui vont permettre de passer par l'apprentissage de l'échographie de l'abdomen, du thorax, etc. Et si on met bout à bout tous ces temps courts, évidemment c'est un peu plus conséquent, mais on commence généralement par l'abdomen avec des temps d'apprentissage courts. Eh bien regardez de quand ça date, ces recommandations américaines, 93-94. En 93-94, les Américains ont publié ce que les urgentistes devaient savoir faire en échographie abdominale et pas que abdominale. Donc se poser la question aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu anachronique. Or, pour les plus jeunes, je voudrais vous rappeler ce que c'était 1994. Hein. Ok, vous voyez, 94. Regardez, ça c'est notre actuel président de la République en 1994. D'accord ? Donc 94, c'est vieux. 94, c'est vieux. En 2003, 10 ans plus tard, les Américains qui ont collé à leur protocole publient que 95% des résidents ont l'échographie dans leur programme de formation et encore plus intéressant, dans les services d'urgence, 90% ont un appareil dédié à la formation. J'en répète, 90% des services d'urgence ont un appareil d'échographie dédié à la formation, laquelle formation est faite par qui ? Par un médecin urgentiste senior, avec là aussi des temps de formation théorique et pratique qui sont réduits. Le problème de l'échographie, c'est qu'elle n'a pas toujours été évaluée d'une façon qui me paraît complètement adaptée, et en particulier pour les raisons que je viens de vous citer. Si on n'a pas, en point préliminaire de l'étude, défini quelle avait été la formation des médecins, quel était le niveau d'expérience des médecins, généralement ce que l'on teste, c'est pas la pertinence de l'échographie dans telle ou telle indication, c'est la formation des médecins à faire ou pas un diagnostic. Or, c'est pas du tout la même chose. Si on veut montrer que l'écho change quelque chose, c'est l'écho bien faite. C'est pas l'écho mal faite. Et ce point-là, il est très rarement abordé dans les études, j'y reviendrai sur une diapositive. On n'évalue pas, c'est pas forcément simple, hein, mais on n'évalue pas, donc cette formation, on n'évalue pas non plus l'expertise de l'opérateur. Combien de fois il fait une échographie par mois, par an, avant de se lancer dans ce genre d'études ? La performance, et on va pas revenir sur les discussions, mais ce qu'on a dit pour l'embolie pulmonaire, ça s'applique parfaitement ici. La performance et la valeur de l'échographie, sa sensibilité, spécificité, ça dépend de la prévalence. Or, selon que je fais l'échographie en réanimation, et on extrapole souvent des données de réanimation, au bloc opératoire, aux urgences en cardiologie ou en préhospitalier, on n'a pas du tout les mêmes prévalences, donc on n'a pas forcément non plus les mêmes valeurs. Et on n'a généralement pas les mêmes valeurs de l'échographie, et ça, on ne l'a pas évalué, de même qu'on n'a pas toujours les éléments sur la gravité des patients. Ça ne rend pas compte, j'y reviendrai, du service rendu, et ça ne rend pas compte de l'impact sur la prise en charge des patients. Et finalement, si on prend un gold standard, le stéthoscope, vous avez déjà vu des études sur le stéthoscope avec tous ces critères-là ? Selon que je prends l'étudiant de deuxième année de médecine et que je lui demande de faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque avec un stéthoscope ou un médecin senior, on peut imaginer qu'il ne va pas exactement en ressortir les mêmes conclusions et surtout que ça ne va pas avoir le même impact sur la prise en charge. Mais on n'évalue pas de façon binaire le stéthoscope. Est-ce que je fais mieux avec ou sans stéthoscope ? Si j'ai rien d'autre, je fais mieux avec stéthoscope que sans stéthoscope. Est-ce que je fais mieux avec n'importe lequel de... Est-ce que je fais mieux avec une radio de thorax que sans radio de thorax ? Ouais, je fais plutôt mieux qu'une radio de thorax la plupart du temps. Et c'est comme ça qu'on avait évalué l'utilisation de l'échographie abdominale au début, finalement. On s'est dit, 0, je crois que le patient n'a pas de sang dans le bide, 10, je pense qu'il a du sang dans le bide. J'ai les circonstances de l'accident, j'ai l'examen clinique, je suis à 3, j'y crois plutôt pas. Je fais mon échographie, je suis à 8. Et donc vous voyez que j'ai un delta de 5, et là il y a deux possibilités, soit vraiment à la fin sur l'examen de référence, le scanner par exemple, le patient a du sang dans le ventre, donc j'ai eu un effet positif de l'échographie, plus 5, soit il n'a pas de sang dans le bide, j'ai fait moins bien avec l'échographie, j'ai moins 5. Et on a regardé un peu plus de 300 examens, 380 si je me souviens bien, examens échographiques. Ce qui est intéressant, il y a deux conclusions. La première, c'est quand je suis sûr qu'il n'a rien, à 0, ou quand je suis sûr qu'il a quelque chose à 10, l'écho apporte rien. Ouais. Quand l'examen échographique est inutile, il ne sert à rien. Deuxième conclusion, et ça c'est plus intéressant, quand je ne sais pas, je suis au milieu, je ne sais pas, dans 95% des cas, j'ai fait mieux le diagnostic avec l'échographie que sans l'échographie. Et je trouve que ça rend beaucoup plus compte de l'intégration de l'échographie dans la prise en charge et dans l'examen clinique. Et quand on est rigoureux sur le plan méthodologique,
et qu'on le regarde avec attention, qu'on s'affranchit de la formation, de l'expérience, etc., c'est pas possible. L'écho a toujours gagné. Et les quelques papiers dans lesquels l'écho gagne pas, et on avait publié cette lettre en réponse, c'est qu'il y a des biais méthodologiques majeurs. Et on n'a pas testé l'intérêt de l'écho, on a testé par exemple la formation des médecins, et c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais quand même en venir, maintenant qu'il est temps de conclure, à l'evidence-based medicine sur l'écho du patient polytraumatisé. Eh bien, pour toutes ces raisons, c'est pas si simple que ça d'en faire une synthèse. Je vous ai dit que la synthèse, en termes de sensibilité, de spécificité, pour moi, elle n'était pas complètement satisfaisante parce que cette évaluation binaire ne correspond pas à ce que j'attends de l'échographie dans mon utilisation quotidienne. Néanmoins, on a une sensibilité aux alentours de 70 à 100%, une spécificité qui est meilleure, et on retrouve exactement ce que Xavier Bobia disait hier pour l'utilisation de l'échographie dans l'embolie pulmonaire, la thrombose veineuse profonde, très spécifique et pas forcément très sensible, avec deux choses qui sont intéressantes pour nous. La première, c'est que si vous multipliez les incidences, vous allez améliorer votre pertinence diagnostique, ça c'est important, surtout qu'on a souvent plusieurs fenêtres échographiques qu'on peut explorer. La deuxième, c'est qu'à la différence du scanner, on ne peut pas y emmener le patient toutes les 15 minutes. Là, vous pouvez répéter l'examen, et en répétant l'examen, on améliore aussi de façon très significative la performance du diagnostic. Donc voilà ce qui est proposé aujourd'hui comme algorithme assez simple. Chez le patient qui n'est pas stable, si l'échographie est positive, compte tenu de sa valeur prédictive positive élevée, c'est suffisant pour prendre la décision d'aller au bloc opératoire. À l'inverse, chez le patient qui est stable et qui a l'échographie négative, on est relativement tranquille. Entre les deux, eh bien, on peut répéter l'examen ou le compléter par un scanner. Alors, est-ce qu'il y a une alternative finalement à cette échographie au cours de la prise en charge du patient ? Bien, une des alternatives pourrait être le body scan. Le problème, vous le savez, c'est que c'est pas si clair que ça le bénéfice du body scan. Et mon objet ici, c'est pas de discuter du body scan. J'ai pris volontairement cette étude dans laquelle il est démontré. C'est un gros papier récent du Lancet. Il est démontré que la réalisation systématique du body scan n'avait pas d'impact positif sur la mortalité des patients. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est les arguments qui sont donnés pour expliquer pourquoi le body scan n'a pas fait mieux que l'absence de body scan. Eh bien, les auteurs expliquent pour l'essentiel que ce sont des examens ciblés, préalables, dont les examens échographiques, qui ont permis de faire aussi bien dans le groupe qui n'a pas body scan que dans le groupe qui a le body scan. Et donc, l'échographie bien utilisée, à condition de ne pas se limiter à l'abdomen, constitue une alternative tout à fait satisfaisante au body scan, au moins dans un premier temps. D'ailleurs, l'échographie et son positionnement ont évolué dans ce sens-là. Alors, là, c'était il y a longtemps. Regardez, j'ai pas les cheveux, j'ai les cheveux noirs. Et Tomislav aussi. On a des vieux échographes. On est gêné par la lumière. Et l'utilisation de l'échographie, donc dans le service depuis 19 ans maintenant, ça a évolué aussi dans le concept général. Vous voyez, en 2004, l'échographie portable, ici plutôt pour l'indication cardiaque, est essentielle pour le management des patients critiques. Plus récemment, est-ce que ça va remplacer le stéto ? Définitivement oui. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que cet outil d'utilisation transversale de l'échographie se répandait dans les autres spécialités. Aujourd'hui, il y a des cardiologues, et on n'aurait jamais pensé ça, les cardiologues viennent nous demander de les former à l'échographie. Alors évidemment, pas l'échographie du cœur, mais de les former à l'échographie, parce qu'encore une fois, c'est pas une vision. Le cardiologue, il ne va plus regarder que le cœur, le cardiologue, il va aussi regarder le poumon. Et tout ça, c'était pour vous dire qu'un papier tout récent publié dans Radiology, donc le journal des radiologues, et les radiologues disent quoi ? Qu'est-ce qu'on apprend, nous, radiologues, du FAST développé par les autres spécialités, en particulier par la médecine d'urgence. Si vous voulez lire quelque chose de bien sur le FAST, relisez ce papier qui a été publié il y a quelques semaines. Et ça dépasse largement aujourd'hui cette discussion autour de l'écho, le cadre de la seule médecine d'urgence. Alors quand je vous disais que la messe était dite d'emblée, elle était dite d'emblée. Ce sont nos référentiels professionnels. Avoir un appareil d'échographie portable dans son UMH, c'est la même chose qu'avoir un garrot, qu'avoir un thermomètre, que d'avoir la glycémie capillaire et l'hémoglobine. Dans les recommandations, on est tous censés avoir un échographe dans nos ambulances. Il y a des recommandations de la Société française de médecine d'urgence qui disent qu'il faut faire de l'échographie, et même si ça n'a pas été aussi simple, si c'est pas passé comme une lettre à la poste, les DES de médecine d'urgence auront dès la phase socle de leur première année le basique de l'échographie, et en particulier le FAST. Alors, et pour conclure définitivement cette fois-ci, si l'evidence medicine ne vous a pas
convaincu, j'ai la preuve absolue de l'intérêt de l'échographie, c'est sûr, je l'ai vu à la télé. Et quand on l'a vu à la télé, c'est forcément la vérité. Je vous remercie. Le terme a été emprunté à la marine militaire américaine dans les années 40. Et puis on comprend bien l'analogie parce que si, alors moi j'y connais rien en navigation, mais on se doute bien que si on veut pas que ce bateau coule, il faut très vite colmater la brèche, puis rentrer au port, et il sera ensuite temps d'envisager une réparation plus précise. Et donc par analogie, a posteriori, le terme a été utilisé pour décrire des stratégies chirurgicales qui étaient proposées depuis très longtemps, en fait, avec une étude Princeps ici par exemple, d'un trauma center à Baltimore, avec 31 blessés traumatisés graves, avec lésions hémorragiques abdominales, coagulopathie visible cliniquement. Les 15 premiers sont opérés et meurent quasiment tous, dans un contexte de coagulopathie et d'hémostase quasiment impossible à faire. Ce chirurgien explique, mais comme d'autres le faisaient déjà à l'époque, qu'il a changé son protocole et qu'en privilégiant une première chirurgie extrêmement courte, avec ligature des vaisseaux qui saignent, packing, abdomen laissé sous pression, quelques sutures de brèche intestinale, en refermant temporairement l'abdomen, en privilégiant la réanimation, le patient pouvait être opéré plus tard, après réanimation, amélioration de la coagulopathie, avec une survie bien meilleure. Alors les stratégies se sont développées en milieu chirurgical et de réanimation, avec ces stratégies de damage control chirurgical, avec des indications qui ne concernent qu'une petite partie des traumatisés, c'est-à-dire que la grande majorité des traumatisés n'ont pas besoin de cette stratégie chirurgicale, mais une petite minorité, les plus graves, soit parce que les lésions sont graves, soit parce qu'ils sont déjà en choc, soit parce que la chirurgie ne peut être que complexe, soit parce qu'ils ont déjà des ordres physiologiques, soit d'emblée, soit en cours de chirurgie. Ces quelques patients les plus graves bénéficiaient de ces indications de stratégie de damage control. On a parlé plus récemment aussi d'indications collectives, parce qu'on comprend bien, si le bloc opératoire est utilisé moins longtemps, il peut y avoir un intérêt en cas d'afflux saturant, mais c'est qu'une partie du sujet, c'était pas du tout ça l'idée initiale. Alors si on se met sur un petit schéma, l'idée de ce damage control chirurgical, c'est une chirurgie en 2 temps. Une première chirurgie très courte, en règle moins d'1 heure, centrée sur l'arrêt de l'hémorragie immédiat et efficace, la prévention de l'infection, en reportant à un peu plus tard, après stabilisation, une reprise chirurgicale plutôt plus longue, 12 à 72 heures en moyenne, avec entre les deux une stabilisation en réanimation, centrée, on l'a dit, sur la température, le pH, la calcémie, la coagulation, cette triade létale, acidose, hypothermie, coagulation, qui, lorsqu'elle survient, est létale dans quasiment 100% des cas. Ces objectifs définissent le damage control resuscitation, avec les éléments qu'on connaît, l'hémostase externe, la prévention de l'hypothermie, la réanimation hypotension à faible volume, on en a parlé tout à l'heure, on va en reparler, l'introduction précoce de vasopresseurs, les stratégies de transfusion précoce, avec ces objectifs précis. Et ce qui a été défini ou redit depuis quelques années, et c'est logique, c'est qu'une bonne partie de ce qu'on fait depuis longtemps en préhospitalier rentre dans ce damage control, bien sûr, avec l'importance d'avoir une stratégie globale damage control qui associe chirurgie, réanimation, préhospitalier, avec des objectifs communs, alors en particulier pour les blessés par arme de guerre, mais pas forcément seulement, objectif commun de stopper l'hémorragie au plus vite, tout en gérant d'emblée, et si possible depuis le début de la prise en charge, à la fois la coagulopathie, l'hypothermie, l'acidose, tout en gérant l'hypoperfusion également, en essayant au moins de ne pas aggraver ces éléments, voire de les prévenir ou de commencer à les traiter. Alors l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est d'améliorer la mortalité évitable, alors qui peut être définie de différentes manières suivant les équipes, mais c'est décès qui sont dus à des lésions qui seraient compatibles avec la survie dans un monde idéal, si on fait abstraction de toutes les considérations logistiques, organisationnelles. Et là, toutes les équipes qui ont eu les moyens et l'honnêteté de publier cette mortalité évitable nous montrent des résultats, alors si on en croit cette méta-analyse avec 20 études en milieu civil, d'environ 20% de décès évitables, avec une grande disparité suivant les méthodologies, les contextes, etc. Ces causes de décès évitables ont été étudiées depuis longtemps aussi. Ici, un trauma center à Baltimore, où on voit à Miami, avec des causes de décès évitables, soit la chirurgie qui est trop tardive, on comprend bien, le patient n'a pas été opéré à temps, et soit également des gestes simples qui n'ont pas été réalisés et qui auraient pu éviter le décès à l'autopsie ou lors de l'analyse du dossier. Alors malheureusement, les militaires ont également pu s'intéresser au sujet ces dernières années, avec des grosses séries de décès au combat, ici en Irak et en Afghanistan sur 10 ans, 4600 morts quasiment américains, tous rapatriés aux États-Unis, avec autopsie et analyse par des experts des causes de décès et du caractère évitable ou pas, des experts qui n'étaient pas impliqués dans la prise en charge initiale. Premier renseignement, 4000 de ces 4600 morts étaient morts avant même d'arriver au chirurgien. Donc un intérêt évident pour le préhospitalier, y compris dans des pays qui avaient moins investi que nous sur le sujet, mais un intérêt évident de s'intéresser à cette première phase.
2013. Deuxième chose, sur ces 4000 morts, un quart avait des blessures qui, à l'analyse, à l'autopsie, analyse du dossier, étaient compatibles avec la survie. Donc 20%, à peu près comme en milieu civil, mais clairement une marge de progrès. Et des causes de décès qui ont été largement publiées. Dans ces décès évitables en situation de combat par traumatisme pénétrant, par explosion ou par arme à feu, une grande majorité, 90% d'exsanguination, c'est pas de surprise, mais également 8% d'obstruction des voies aériennes supérieures et 1% de pneumothorax compressif dans la série. Alors les deux gros enseignements ou les gammes d'enseignement de ces séries, les premiers ils sont organisationnels. C'est clairement, il faut s'intéresser à la phase préhospitalière, c'est les colonnes bleues. Alors c'est une série plus ancienne du Vietnam, mais on voit que 90% des décès sont survenus avant d'arriver au chirurgien. Il faut s'intéresser à cette partie-là. Et c'est même bien pire que ça pour nous, c'est qu'en fait il faut s'intéresser, alors si on enlève les décès immédiats contre lesquels il va être plus dur d'agir, il faut s'intéresser à la première demi-heure du préhospitalier. Si on enlève le délai d'alerte, de déclenchement et le transport, on voit le temps qui nous reste, que ce soit en milieu militaire ou civil, on voit l'enjeu de s'intéresser vraiment à cette partie. Deuxième enseignement, ils sont plus techniques. C'est-à-dire que si on regarde un petit sous-groupe là, de la même série, donc là c'est un sous-groupe, c'est des forces spéciales de la même série, avec 82 décès, et les médecins en charge de ce groupe ont cherché à comprendre un peu plus de quoi étaient morts leurs patients, de quoi étaient morts les décès évitables de leur cohorte. Alors ils ont 15% de décès évitables, c'est un petit peu moins que les autres, ils étaient déjà intéressés au sujet. On voit des lésions hémorragiques, sans surprise non plus, mais dont certaines auraient pu être arrêtées par un simple garrot, d'autres auraient pu être accessibles à la compression, donc clairement une marge de progrès dès le préhospitalier. Et puis comme dans toutes les séries, un pneumothorax et une obstruction des voies aériennes qui là aussi aurait pu être accessible à un traitement préhospitalier. Alors les enseignements, on peut prendre chacune de ces catégories, chacune a fait de l'objet d'attention pour essayer de diminuer au maximum cette mortalité évitable et d'améliorer les pratiques à tous les niveaux. Alors les quelques hémorragies par hémorragie des membres ont appelé très clairement une solution rapide. Les premières équipes chirurgicales déployées en Irak ont été extrêmement proactives sur le sujet puisqu'elles ont publié très très vite quelques dizaines de patients qui étaient morts, alors pas faute d'avoir eu un garrot, mais faute d'avoir eu un garrot à temps, ou en tout cas un garrot efficace à temps. Et à côté de ça, quelques centaines de garrots posés avec un suivi très précis des complications et jusqu'à 2 heures, aucune complication grave. Le résultat a été intéressant et la réponse elle a été pédagogique avec ce concept du garrot tactique qui est maintenant complètement acquis dans toutes les armées du monde et de plus en plus en milieu civil. On dit à tous nos militaires, les combattants, leurs voisins, les personnels soignants, t'as une plaie qui saigne sur un membre, tu mets un garrot, tu réfléchis après. Ils ont tout de suite compris, ça leur allait très bien. On met le garrot, on verra plus tard. Voilà. Par contre, il faut le réévaluer après, évidemment. On le réévalue. Soit parce que parfois il n'est pas efficace et on a tous confronté à la situation, on a tous compris que le garrot c'était pas si simple. Il faut vraiment le serrer, parfois il faut en mettre un deuxième, parfois il faut le déplacer, c'est pas si simple. Et donc il faut le réévaluer tout de suite. Et inversement, si une fois au calme, on peut mettre un pansement qui suffit, un pansement compressif, un packing qui suffit, on retire le garrot un quart d'heure après, une demi-heure après, et c'est beaucoup mieux. Donc c'est vraiment ce concept du garrot tactique qui a été acquis. Parmi les autres enseignements, on s'est tous rendu compte, et ça a été largement publié aussi, que tous les garrots n'étaient pas pareils. Et clairement, de manière un peu générale, plus il est large, plus il est efficace, et moins il entraîne d'effets secondaires. Donc en préhospitalier, c'est tous ces garrots un peu larges, tourniquets, qui ont été diffusés en milieu militaire ou civil. Dès qu'on peut, qu'on est en véhicule ou à l'hôpital, il y a des garrots pneumatiques de plus en plus miniaturisés qui marchent très bien aussi et qui entraînent moins d'effets secondaires. L'autre chose, on l'a tous vécu, c'est que la prise en charge de la douleur est importante pour plein de raisons, mais notamment pour pouvoir serrer le garrot. Il est quasiment impossible de convaincre le patient de ne pas bouger une fois qu'on a serré un garrot complètement et qu'il est efficace, s'il n'y a pas une antalgie efficace. Enfin, la surveillance, on l'a dit, est indispensable. Et il y a toutes les raisons qu'une plaie se remette à saigner sous le garrot, une fois l'antalgie efficace achevée avec une décontraction musculaire, une fois une hémodynamique un petit peu améliorée. Donc il faut absolument surveiller ce garrot, encore une fois, pour le rendre plus efficace ou pour l'enlever. Deuxième série, presque aussi simple, on va dire. À l'autopsie et analyse des dossiers, il y avait des hémorragies qui auraient dû être compressées en préhospitalier qui ne l'avaient pas été. Donc là aussi, il a fallu améliorer les pratiques. Et là, il y a une partie matérielle. On a vu se diffuser un grand nombre de pansements avec des dispositifs pour améliorer la compression. On l'a tous vécu sur le terrain et ça avait été mesuré ici par des Israéliens avec des petits manomètres sur des volontaires sains. On peut tous appuyer très fort et maintenir une pression pour arrêter une hémorragie. En revanche, c'est quasiment impossible à maintenir avec un pansement classique. Donc il faut trouver une solution pour maintenir une pression. Et ces bandages élastiques sont ce qui a priori le mieux pour réussir un packing à peu près efficace. Toujours dans ces hémorragies non garrotables mais a priori compressibles, on a vu arriver une quantité de pansements hémostatiques de toutes sortes proposés par un grand nombre de laboratoires avec une grosse littérature animale avec des plaies du scarpa chez le cochon quasiment toujours, et on voit sur le petit tableau en bas à gauche un grand nombre de ces pansements sur ce modèle de plaies bien précis font mieux que les pansements standards. Il y en a 3 actuellement qui sont recommandés, le Quick Clot Combat Gauze, le Celox Gauze, le Chito Gauze, des mécanismes d'action un petit peu différents. C'est surtout la forme qui a évolué également depuis des poudres très exothermiques jusqu'à différents types de pansements
pansements, et actuellement en bas à droite, encadré en rouge, des pansements vraiment adaptés au packing. Ils ont été beaucoup utilisés chez l'homme en général, en milieu militaire, en milieu civil, avec, faut être honnête, aucune étude comparative. Une satisfaction des utilisateurs, une impression que le packing est plus efficace avec ces produits, et aucune étude comparative. Toujours pour essayer de résoudre un par un les problèmes rencontrés sur le terrain, une fois le problème des hémorragies garrotables à peu près résolu, il restait 20 à 30% de décès évitables par des hémorragies de la racine des membres. Assez classique sur des explosions, c'est dans les engins explosifs improvisés, mais on peut en avoir dans d'autres circonstances. Et là, c'est dramatique parce qu'on peut appuyer, on peut arrêter l'hémorragie, mais alors le pansement est très compliqué à maintenir. Et sont apparus là aussi un grand nombre de dispositifs, des garrots jonctionnels, pour essayer de pallier ces situations. Le dernier est celui qui est actuellement en dotation dans l'armée française depuis quelques années, avec très peu de littérature. Ceci dit, assez pratique à utiliser et probablement le plus simple, c'est une ceinture pelvienne dont on a besoin par ailleurs absolument sur le terrain, sous laquelle se coincent 2 dispositifs gonflables pour appuyer de manière très proximale. Un intérêt éventuel et d'ailleurs la possibilité aussi de l'improviser avec une ceinture pelvienne une fois qu'on a compris le principe. Alors, juste pour les citer, un grand nombre de nouveaux dispositifs sont apparus également. Je vous en cite 2 pour lesquels j'ai pas d'expérience ou très peu pour l'un. Pas d'avis très tranché, mais on voit arriver là aussi, et acheté par certains de nos services, un grand nombre de dispositifs. Les premiers sont ces seringues, là, les X-Stat, avec une seringue qui permet d'injecter une petite centaine d'éponges au fond de la plaie, qui chacune grossissent par 30 au contact du sang. Donc un effet packing aussi, qui là aussi, sur un modèle de Scarpa de cochon, est beaucoup plus efficace que les autres pansements connus auparavant. Quelques utilisations chez l'homme, aucune donnée comparative, et des retours un petit peu disparates, mais on comprend sur certaines plaies l'intérêt. Le deuxième a été acheté par certains SAMU également, c'est l'Iteclamp, c'est une grosse pince à linge avec l'idée de refermer la plaie pour faire un packing là au-dessous. Des études sur le cadavre, des études chez l'animal, quelques premiers retours d'expérience ou cas cliniques publiés. Juste pour faire une parenthèse, parce que c'est vraiment pas le sujet, mais évidemment le problème qui est non résolu dans tout ça, c'est l'hémorragie non compressible. Donc la seule solution intelligente, c'est de foncer au bloc opératoire, on est tous d'accord. On peut quand même regarder avec intérêt, je vous dis, c'est vraiment une parenthèse, mais il y a des équipes qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment à 3 heures du vol du chirurgien. Il y a par exemple des utilisations du Reboa en préhospitalier qui ont été discutées. Enfin, il y a des choses où on peut discuter pour des conditions très très particulières. Encore une fois, et loin de nos pratiques si on peut accéder au chirurgien très rapidement. Alors une fois qu'on a arrêté l'hémorragie en préhospitalier par tous les moyens disponibles, j'ai pas été exhaustif, restent 2 autres causes de décès évitables, on l'a vu, l'airway et le thorax. En milieu militaire, c'est évident, ça a été retrouvé dans toutes les séries, c'est très dommage parce qu'un geste simple en préhospitalier peut être géré. Et le problème est probablement encore plus vrai en pratique civile, on s'en doute un peu. Dans une fusillade, on a des patients qui n'ont pas été protégés, qui sont à plus faible distance, et donc les proportions des lésions sont un petit peu différentes. Et là, il y a une des premières séries de décès évitables sur les fusillades de masse aux États-Unis, donc 139 décès, 93 autopsies, 7% de décès évitables, c'est un peu mieux, et aucun de ces décès évitables n'est dû à une hémorragie, tous dus à des lésions du thorax, enfin, ou l'hémorragie des membres en tout cas, tous dus à des lésions du thorax ou de la face, avec des patients qui, pour la plupart, selon les auteurs, des décès qui auraient pu être évités par un geste plus précoce de libération des voies d'accès des voies aériennes ou de libération d'un pneumothorax sous tension ou d'un hémothorax. Alors une fois qu'on a évité ces 3 causes de décès évitables sur le terrain, la stratégie elle est évidente, il faut évacuer immédiatement le patient. On le sait tous, c'est tout l'enjeu de la régulation médicale s'il y a un grand nombre de blessés, pour mettre chaque blessé dans un bon parcours de soins, de la priorisation des évacuations pour que, en cas de si les vecteurs sont insuffisants au départ. Les recommandations de l'OTAN pour le milieu militaire sont un petit peu éclairantes. Jusqu'il y a quelques années, on repartissait nos équipes chirurgicales et nos moyens aériens pour être en 1h30 entre la blessure et le bloc opératoire. Quelques années, ça paraissait évident quand on voyait les registres, il fallait descendre à 1 heure. Ça paraissait évident. Juste pour vous montrer l'ambiance un petit peu, en Afghanistan, le temps moyen au sol d'une équipe médicale quand elle se pose, c'est 4 minutes. Tout le reste est fait en cours de prise en charge, en évacuant le blessé vers le bloc opératoire, et c'est évidemment ce qu'il faut faire quand on peut. Tout au long de la prise en charge, depuis le début jusqu'au bloc opératoire, la prévention de l'hypothermie est un enjeu important, on le sait. Sur le plan pédagogique, on peut se rappeler que chaque degré de perdu diminue de 10% les capacités d'hémostase. Une étude dont le résultat était amusant, je trouvais, c'était le suivi prospectif des recommandations sur le théâtre irakien et afghan, qui préconisait pour toutes les équipes médicales d'utiliser des réchauffeurs de perfusion systématiques, des couvertures de survie d'un peu grand diamètre, avec des couvertures chauffantes chimiques à l'intérieur. Immédiatement après les recommandations, le pourcentage de patients en hypothermie admis est descendu de 7% à 1%, alors qu'aucune équipe avait suivi les recommandations. Donc clairement, l'enseignement de cette histoire, c'est que ce n'est pas forcément le contenu précis de ces recommandations qui était important, mais sensibiliser toutes les équipes préhospitalières à l'importance du sujet, à l'importance de mesurer la température et de prévenir l'hypothermie est évidemment un sujet majeur.
Tout au long de la prise en charge également, on l'a dit tout à l'heure, la stratégie, ça va être l'hypotension permissive, qui est un compromis entre ce qu'on est prêt à tolérer chez le patient et à faire tolérer au patient d'hypoperfusion et les effets secondaires qu'on connaît du remplissage en termes de dilution, d'entretien du saignement, de maintien de l'hypothermie. Une étude animale, il y a quelques années, il y a un petit moment déjà, était assez éclairante pour comprendre la stratégie. 24 cochons avec une aortotomie. La courbe du bas, c'est les cochons qui n'ont pas été remplis du tout, ils meurent tous tout de suite, donc ils avaient besoin de remplissage. La courbe juste au-dessus, c'est les cochons qui ont été remplis pour maintenir une normovolémie. Ils meurent un peu plus tard, mais ils meurent quasiment tous aussi. Et la courbe d'en haut, c'est ce juste milieu de remplissage à faible volume avec hypotension permissive, qui correspond chez l'homme aux recommandations que l'on connaît, avec remplissage à faible volume, introduction des amines rapidement, en l'absence de trauma crânien. Dans nos pratiques, on a tous rajouté l'hexacil depuis quelques années également, depuis l'étude CRASH 2, qui augmente la survie s'il est administré dans les 3 premières heures, et on sait également qu'il augmente la survie d'autant plus qu'il est administré précocement dans ces 3 heures, donc c'est dans toutes les stratégies préhospitalières. Et si on essaie de décrire un peu de manière large, ça a été déjà abordé tout à l'heure, l'évolution des pratiques depuis une dizaine d'années, on peut voir sur les théâtres militaires l'utilisation des colloïdes qui descend, et ça va continuer à descendre après la fin du schéma, l'utilisation des cristalloïdes qui diminue également, la transfusion qui est de plus en plus précoce, les ratios de transfusion dont on en parle, là, c'est une vision très macro, mais les ratios qui augmentent avec une augmentation des utilisations de plasma et de plaquettes, le nouveau Seven qui a été utilisé un peu et presque plus, et l'hexacil qui est utilisé de plus en plus systématiquement en préhospitalier. Tout ça, les auteurs qui rapportaient ce registre militaire nous décrivaient, alors sans que les conclusions doivent être tirées trop hâtivement, mais nous décrivaient l'évolution de toutes ces stratégies sur la même courbe qu'une diminution de la mortalité dans leur série. Tout ça correspond aux recommandations que l'on connaît pour le choc hémorragique, et une traduction nord-américaine de ces recommandations pour le préhospitalier, alors dans un contexte particulier, le préhospitalier militaire, pour les équipes isolées en milieu militaire, c'est de leur dire le mieux, ce serait le sang total si vous l'avez, avec un prélèvement sur place et une administration dans des circonstances très très particulières. Sinon, c'est plasma, CGR, plaquettes à ratio 1/1 jusqu'à en savoir plus. Sinon, c'est soit le plasma, soit les CGR, l'un ou l'autre. Et on a de plus en plus d'unités qui font du plasma en premier avec les plasmas lyophilisés. À défaut, sinon, les macromolécules vraiment, ou les rigueurs lactates si vraiment vous n'avez rien d'autre. Les cristalloïdes. Les discussions ont porté quand même. Plusieurs équipes se sont réintéressées dans ce contexte de transfusion préhospitalière. Alors, aucune étude n'a montré un intérêt, aucune étude sérieuse, randomisée, n'a pu montrer quoi que ce soit. Ceci dit, il y en a plusieurs en cours, avec une étude en Angleterre sur les CGR en préhospitalier. L'intérêt est quand même argumenté par des conditionnements qui sont modifiés, c'est-à-dire des équipes qui peuvent, sans perdre une seule seconde sur l'évacuation, transporter des CGR sans jamais les utiliser, sans jamais les gaspiller. L'apparition de plasma lyophilisé, fabriqué par plusieurs pays, et puis ces procédures de sang total pour le milieu militaire qui se sont un peu développées. Et donc plusieurs études randomisées en cours, une sur les CGR en Angleterre, une sur 3 études randomisées avec les plasmas frais congelés, décongelés dans les ambulances aux États-Unis, l'étude Plio dans laquelle plusieurs d'entre vous participent actuellement en France avec le plasma cryo desséché, et puis en plusieurs pays d'Europe également, une étude randomisée avec le fibrinogène en préhospitalier, plusieurs études dont on attendra avec intérêt les résultats. Alors, on l'a vu, un grand nombre de choses ont évolué dans la prise en charge des blessés par arme de guerre depuis une quinzaine d'années. C'est bien difficile de savoir ce qui participe au progrès. Si on regarde le damage control hospitalier, chirurgical, avec les indications, un grand nombre d'équipes ont décrit une amélioration de la survie avant et après mise en place de ce type de stratégie. On peut quand même se rappeler qu'une étude de la Cochrane il y a quelques années rapportait qu'il n'y avait aucune étude randomisée là-dedans, même si on comprend la complexité d'en mener. Si en préhospitalier c'est guère mieux, on peut quand même se réjouir en tout cas de quelques constats, à défaut d'évidence-based medicine. Les décès par hémorragie des membres ont quasiment disparu des registres depuis ces procédures de garrot tactique. Et puis, la mortalité des blessés, qui est un indicateur intéressant dans les champs de bataille, la mortalité des blessés qui était de 20 à 30% depuis toujours historiquement, est descendue à 10%, 8% depuis quelques années. Donc en tout cas, on peut s'en réjouir. Juste pour l'esprit, la discussion, plus que pour le résultat, certaines unités, les mêmes qui s'étaient intéressées au sujet il y a 15 ans et qui détaillaient dans la littérature leurs décès évitables, les mêmes maintenant publient 10 ans de combat avec aucun décès évitable. Alors on pourrait sûrement discuter la méthodologie. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils racontent un peu quand même ce qu'ils ont amélioré, c'est-à-dire pas énormément. Ils ont amélioré l'hémostase, les dispositifs d'hémostase qu'ils ont dispersés, pour lesquels ils ont formé tout leur personnel pour l'hémostase externe. Et puis ils ont tenu des registres avec évaluation en permanence des pratiques et surtout retour d'expérience permanent
permanent, quasi en temps direct, toutes les semaines dans certains théâtres militaires, avec information de tous les intervenants, depuis le secouriste, le combattant, jusqu'au chirurgien, au pilote et aux pharmaciens, pour voir ce qui va pas, pour améliorer les pratiques, la formation et la stratégie globale. En conclusion, donc le damage control, on l'a compris, de manière un petit peu générale, c'est la stratégie de prise en charge au moins du blessé par arme de guerre qui saigne. Si on résume un peu les éléments vraiment importants, c'est l'accès très précoce des équipes de secours, quelles qu'elles soient, pour arrêter et limiter les hémorragies qui, on l'a vu, surviennent très très vite. Pour arrêter ces hémorragies et éviter les décès par asphyxie ou par pneumothorax. Donc 3 causes de décès évitables qui ne peuvent être évitées que par un accès très précoce des équipes. Deuxième objectif, évacuer immédiatement vers une destination adaptée à la prise en charge d'un traumatisé sévère, tout en conduisant une réanimation hypotensive à faible volume, éventuellement des vasopresseurs, l'acide tranexamique c'est sûr, la prévention de l'hypothermie c'est sûr, faire une stratégie de chirurgie qui sera séquentielle de damage control pour les patients les plus graves seulement, et une réanimation de damage control bien sûr. Je vous remercie. Donc en fait, je vais essayer de rappeler des choses qui n'ont peut-être pas été trop dites, qui sont des choses essentielles, et puis revoir un petit peu effectivement l'essentiel de ce qui a été dit. Donc simplement, vous rappelez que le choc hémorragique, on sait depuis très longtemps que quand on saigne un animal et qu'on le restitue son sang très vite, on revient à la pression artérielle précédente. Si on fait ça un peu plus longtemps après, on a un hystérésis qui apparaît, effectivement, qui traduit probablement les phénomènes inflammatoires qui se mettent en place avec la fuite capillaire, etc. Et ça, on le sait depuis longtemps, avec une physiopathologie qui maintenant commence à être un peu plus précisée, avec les cytokines, avec etc. L'endothélium qui joue certainement un rôle important. Et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, notamment au niveau du poumon, où on sait que la contusion pulmonaire est un phénomène important dans la genèse de phénomènes inflammatoires, et que donc l'attrition tissulaire, effectivement, dans le choc traumatique, joue un rôle en termes hémodynamiques et en termes pas que d'hypovolémie, mais également en termes probablement de vasodilatation et de mismatch entre les apports et les besoins. Alors, bien sûr, on sait également depuis très longtemps que si on remplit un tuyau percé, Stéphane Travers le rappelait tout à l'heure, on ne fait qu'aggraver les choses, et qu'effectivement, quand on remplit un patient pour lequel on n'a pas fait d'hémostase, et c'était démontré sur le cochon, sur le rat, en coupant les queues des rats, qu'effectivement, quand on les remplit, si on continue de saigner, en fait, on ne fait qu'aggraver les choses, et d'où, avec l'apparition rapide de la triade létale dont tout le monde a parlé, sur laquelle on va insister, qui est bien sûr, il faut impérativement éviter l'apparition de cette fameuse triade hypothermie, acidose, coagulopathie, qui malheureusement est toujours associée au décès du patient. Et en fait, comme on sait, prévenir, c'est toujours mieux que guérir, et donc il est impératif de ne pas arriver à cette triade létale. Alors la première règle, je pense qu'il y avait une règle qu'aujourd'hui il faut garder, et je pense qu'on l'avait un peu oublié quand même pendant quelques temps, on y revient depuis quelques années, c'est que ce qui sauve le malade, c'est quand même quand on a de le faire arrêter de saigner, que ce soit le chirurgien, que ce soit nous avec nos garrots, que ce soit le radiologue interventionnel en embolisant le bassin. Et donc ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important. Il ne faut pas retarder l'arrêt du saignement. À mon avis, c'est la règle numéro 1. D'où le concept de damage control, effectivement, qui vient de la Navy, donc la marine américaine, où on a donc des gens spécialisés dans le damage control à bord de ces navires, où effectivement on va utiliser les moyens du bord pour arrêter la voie d'eau, pour pas que le bateau coule et pour rejoindre le port le plus proche, pour avoir le temps de faire les réparations correctes. Et en fait, Stéphane Travers nous l'a rappelé que le saignement dans le cadre de ce damage control, l'arrêt de saignement pourra faire appel à différentes techniques. J'ai repris quelques-unes de ces diapos qu'il m'a gentiment fait passer il y a quelques jours, donc qui permettent avec les notions modernes, on retrouve la notion du garrot. Je crois que le garrot c'est extrêmement important, et dans nos pratiques civiles on doit utiliser ces garrots-là quand bien sûr on a des blessures pénétrantes, qu'elles soient par arme de guerre, mais également sur des traumatismes civils plus classiques. Je pense que c'est important qu'on puisse les utiliser et de ne pas l'oublier, avec toutes les nouvelles choses qui apparaissent, avec donc on a vu le garrot donc tactique, les nouvelles techniques d'hémostase par injection de billes, etc. C'est des choses qui, à mon avis, sont intéressantes à voir et qui vont probablement faire varier nos pratiques civiles. Alors, cette notion de damage control, donc Stéphane Travers l'a rappelé également, ça s'adresse certainement aux patients les plus graves. Et en fait, le damage control, qui au départ parlait du damage control surgery, donc on est parti des chirurgiens, on est remonté progressivement jusqu'au pré-hospitalier. Et aujourd'hui, effectivement, il nous l'a très bien rappelé, il y a le damage control pré-hospitalier, qui associe effectivement l'hémostase, l'hypotension permissive, le small volume resuscitation, les catécholamines précocement, l'acide tranexamique, on en a reparlé, je pense que c'est extrêmement important. Donc, on va limiter au maximum les gestes invasifs, on va
va parfois, dans des situations importantes où on ne maîtrise pas le saignement, limiter les soins à des choses pour permettre de favoriser l'évacuation et de faire qu'on pourra évacuer le patient rapidement sur un endroit adapté. Ensuite, à l'hôpital, on va mettre en place un damage control resuscitation avec tout ce dont on a parlé depuis ce matin, avec bien sûr ce que les Américains appellent le ground zero, c'est-à-dire les choses de base, mais également on va associer une stratégie transfusionnelle, on va en reparler après. Qui, vous l'avez vu, Jean-Stéphane David nous l'a rappelé, que peut-être il faudra qu'on change un peu nos pratiques, selon que le choc hémorragique est au premier plan ou selon que la situation est plus stabilisée, il est probable que la thromboélastographie, que le ROTEM joue un rôle important, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin le damage control surgery qui va privilégier des gestes courts, qui va éviter une chirurgie longue, pas que pour des raisons organisationnelles, mais également pour permettre aux patients de survivre et pour éviter qu'ils ne rentrent dans ce fameux cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'acide tranexamique, c'est simplement pour vous rappeler ça, mais cette diapo a déjà été montrée tout à l'heure, qu'effectivement, on sait maintenant que quand on regarde les patients qui meurent d'hémorragie, l'acide tranexamique marche d'autant mieux qu'il est administré tôt. Il ne faut jamais l'administrer au-delà de 3 heures, d'autant plus que le patient est en choc, d'autant plus qu'il a une lésion pénétrante. Et donc, je pense que l'acide tranexamique, c'est effectivement quelque chose qui est important, qu'il faut utiliser précocement. Et je crois que même dans les préconisations en cas d'attentat terroriste, on évacue le patient très tôt. Ça fait partie des recours à faire sur les choses minimales à faire sur place. Alors, une chose qu'on n'a pas trop évaluée, dont je voudrais dire juste 2-3 mots, c'est comment évaluer initialement l'importance du traumatisme et de la perte sanguine. Alors, il y a bien sûr, pour le régulateur, c'est important, c'est les critères de Vittel, et je pense que la présence d'un critère de Vittel, ça reste vrai, doit aujourd'hui déclencher un SMUR et faire qu'on doit médicaliser précocement le patient. C'est intéressant de voir que dans les recommandations européennes, ces vieux trucs de la TLS, ça ressort encore, où on voit qu'on peut évaluer l'importance du saignement avec donc différentes classes pour évaluer l'importance de l'hémorragie selon simplement les données physiologiques du patient. Et c'est vrai que ça reste encore préconisé sur les recours de 2016, donc des recours européennes. Simplement une chose importante à savoir, je le rappelle chaque fois, mais je suis désolé, c'est un peu maradote, mais méfiez-vous de l'hémo-Q, parce que l'hémo-Q, ça mesure la concentration d'hémoglobine. Si là, vous mesurez mon hémo-Q, j'aurai 45 d'hémoglobine. Si vous me saignez les deux fémorales, j'aurai moins de sang dans mon corps, mais j'aurai toujours le même hématocrite, parce que j'aurai pas eu le temps d'avoir des échanges et de dilution, et que l'hématocrite, donc l'hémo-Q, ne va baisser qu'une fois qu'on aura eu une hémodilution, et donc on aura soit perfusé le patient, soit qu'on aura laissé le temps à la physiologie de faire les choses, et qu'à ce moment-là, on aura donc, alors je suis désolé, c'est le transfert de MAC à PC. On aura donc une hématocrite qui va un peu baisser à ce moment-là, au bout d'un moment, quand on aura fait l'hémodilution. Donc, la maître mot, c'est quand vous faites des mesures d'hémo-Q sur vos patients, surtout en préhospitalier et à l'accueil hospitalier, il faut répéter les mesures, c'est extrêmement important, et qu'un premier hémo-Q peut être faussement rassurant sur une hémorragie importante. Simplement pour vous rappeler également que la mesure du lactate, alors c'est un peu mon topo, c'est un peu mon topic, c'est vrai, mais que c'est probablement intéressant. Il y a un papier récent donc de l'équipe avec Mathieu Roux en premier auteur qui a montré que c'était un peu mieux même que le base déficit pour évaluer la gravité du traumatisme initial et que le dosage précoce du lactate est probablement intéressant pour évaluer les patients graves qui arrivent à l'hôpital ou même peut-être en préhospitalier. Alors, l'intérêt de l'échographie, là je vais reprendre, j'ai essayé de noter 2-3 choses dans ce qu'a dit Fred tout à l'heure. Donc, simplement que la phase écho, évidemment, vous avez compris, le A, c'est plus que pour abdomen, mais c'est pour assessment, donc c'est intérêt dans sa globalité. Il a rappelé le Doppler, les fractures, pour le thorax, l'hémothorax, les pneumothorax, voir son intubation, toutes des choses. Donc, l'échographie, aujourd'hui, effectivement, on peut pas s'en passer. Même le contrôle veineux est intéressant l'échographie est intéressante pour le contrôle veineux. Et que, finalement, il a conclu son topo en disant que finalement c'est une question anachronique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'échographie clinique, donc ça devrait remplacer le stéthoscope peut-être dans les années qui viennent avec les avancées technologiques. Et je crois que l'échographie est effectivement aujourd'hui indissociable de la prise en charge du traumatisme grave, que ce soit en pré-hospitalier ou à l'accueil hospitalier. On pourra peut-être en reparler sur l'intérêt de l'échographie pré-hospitalière, où je sais que certaines équipes discutent de l'intérêt en disant que ça pourrait faire perdre du temps. Et moi j'en suis peu persuadé. On pourra en reparler.
Alors ensuite, la stratégie transfusionnelle. Alors, c'est vrai que je ne savais pas trop ce qu'allait dire Jean-Stéphane, donc j'ai noté 2-3 choses. Moi, je vous ai dit, je vais juste vous rappeler, alors on a créé un groupe d'experts au niveau de la région PACA. On s'était réunis, une vingtaine de personnes. On avait défini les bonnes pratiques fondamentales régionales pour la prise en charge des traumatisés sévères, avec donc un groupe qui était composé d'urgentistes, de réanimateurs, d'anesthésistes, de chirurgiens, de radiologues. On avait essayé de décider de biologistes, on avait essayé de décider ensemble quelles étaient les meilleures pratiques pour la prise en charge de traumatisés sévères. Et effectivement, concernant la stratégie transfusionnelle, on avait dit qu'il était important, effectivement, d'abord d'évaluer les procédures, de les anticiper, et qu'il était peut-être important d'avoir des packs de transfusion massive prêts à l'emploi, qu'on avait réfléchi au départ avec nos biologistes et nos gestionnaires du sang. On a décidé, nous, au niveau régional, d'utiliser un ratio globule rouge PFC entre 1/2 et 1/1. Vous avez vu tout à l'heure que Jean-Stéphane nous a dit que probablement que les PFC, quand on les utilise, quand la situation est incontrôlée, il faut probablement mettre plutôt 2 PFC pour 1 kilo que 1 PFC pour 1 kilo. Que par contre, une fois que la situation hémodynamique est plus contrôlée, on en reparlera tout à l'heure, le ROTEM et donc la thromboélastographie est sûrement intéressante et qu'il faut peut-être moduler l'utilisation des PFC s'ils ne sont pas forcément très intéressants, qui pourraient être pourvoyeurs de iatrogénie. Donc simplement, nous, au niveau régional, on avait décidé il en a parlé un petit peu tout à l'heure également, qu'on pouvait utiliser des scores pour évaluer le risque de transfusion massive et pour se préparer à un protocole de transfusion massive. On a retenu, nous, le score ABC, qui est un score qui est simple, qui dit que si on a au moins 2 paramètres présents sur les 4 suivants, traumatisme pénétrant, pression artérielle systolique inférieure à 90, fréquence cardiaque supérieure à 120 ou échofaste positive au niveau abdominal, avec un épanchement péritonéal, on avait de grandes chances qu'on parte sur une transfusion massive et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait démarrer un protocole de transfusion massive. D'autres, les anglo-saxons, ont défini le TASH score, qui est un peu plus compliqué à faire. On a préféré l'ABC score, qui est un score effectivement qui est plus simple. Alors, on a effectivement, nous, au niveau régional, mis en place ça, vous voyez, avec, donc, on commence par 2 kg négatifs, ensuite on met 4 O négatifs, 4 AB, d'emblée le fibrinogène à grosse dose, à 3 grammes, et un concentré plaquettaire, et ensuite on peut, avec ce type de cycle. Simplement, tout à l'heure, donc l'expert, j'essaie de prendre quelques notes quand il a parlé, il nous a rappelé que la coagulopathie était mal définie, que en fait la probabilité, lui, en fait c'est un peu pareil que l'ABC score, ils utilisaient eux quand le remplissage vasculaire en préhospitalier était supérieur à 1 litre, qu'on avait utilisé la noradrénaline, qu'il y avait un ISS qui était élevé, qu'il y avait une PAS qui était inférieure à 90 ou qu'il y avait un choc index supérieur à 1,2. Alors il a rappelé que l'IN ratio, vous savez qu'un petit appareil comme le dextro peut être intéressant, sauf qu'il n'est pas tout à fait précis et que, en tout cas, il nous a démontré que la thromboélastographie, le ROTEM, était meilleure que la biologie standard pour surveiller, pour suivre, pour diagnostiquer la coagulopathie du traumatisé. Encore une fois, il a rappelé qu'il fallait prioriser le fibrinogène par rapport au PFC et que la situation était différente, je le rappelle, selon que la situation était contrôlée ou incontrôlée. Qu'en cas de choc hémorragique incontrôlé, on ne réfléchit pas. On fait 1 kg, 1 à 2 PFC et 50 mg kg, unité kilo de fibrinogène d'emblée, avec, sans oublier bien sûr les plaquettes et le calcium. Si, encore une fois, la situation est plus contrôlée, il est impératif d'avoir une surveillance correcte de l'hémostase du patient. Il propose le ROTEM comme étant la meilleure technique possible pour suivre donc l'administration de produits dérivés du sang, en tout cas des PFC et autres chez ces patients. Alors, je voudrais juste finir là-dessus, c'est que je pense que c'est bien d'évacuer un traumatisé grave, mais je pense que c'est bien de ne pas l'évacuer n'importe où. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui n'a pas été aujourd'hui trop rappelé, et d'où l'importance de la régulation médicale du SAMU. Et ceci a été également abordé, on sait que ça fait partie donc l'évacuation du préhospitalier. Et on avait, nous, fixé comme règle au niveau régional que sur place, on doit, entre l'arrivée d'accident, entre le moment d'accident et l'arrivée à l'hôpital, il doit se passer théoriquement 1 heure au maximum. On sait que les registres montrent qu'on est un peu plus éloigné que ça et qu'on doit théoriquement, au bout de 30 minutes, avoir mis en condition son patient, être capable de se diriger vers l'hôpital. Je crois que, alors on avait simplement, vous avez vu passer ces articles, le damage control préhospitalier n'est pas du scoop and run, hein, un travail de Pierre Carly. Il va vous rappeler un travail un peu qui avait fait polémique à l'époque.
il y a plus de 20 ans, hein, il y a bientôt 25 ans, c'était le travail de Bickel, donc, où il s'est amusé à Détroit sur des patients qui avaient des plaies pénétrantes du tronc, hein, en 1994, je crois aussi, où effectivement il y avait un groupe de patients qui étaient perfusés en pré-hospitalier par des paramédics. C'est un groupe qui n'était pas, qui avait juste un garde-veine. Et comme vous le savez, la mortalité était moindre dans le groupe de patients qui allaient vite à l'hôpital par rapport à ceux qu'on remplissait sur place. Et donc je crois qu'en tout cas, nos concepts ont évolué depuis ces quelques années et qu'on sait maintenant que quand le saignement n'est pas contrôlé, la seule chose qui va sauver le malade, c'est d'aller vite à l'hôpital. Et on le sait bien, surtout dans les plaies pénétrantes. Simplement, donc, nous, par rapport à l'évacuation du patient, on a réfléchi au niveau régional on a distingué 3 niveaux de soins pour les différents établissements de soins, avec un niveau 1 qui correspond à un trauma center de plus haut niveau, un niveau 2 avec ou sans possibilité de faire de la neurochirurgie ou de la radio-interventionnelle, et un niveau 3. Et on a fait une carte de notre région, donc PACA, notre belle région PACA, où on a donc 3 trauma centers de niveau 1, que sont Nice, Toulon, Sainte-Anne et Marseille. Et on est entouré donc de Grenoble au nord et de Nîmes à l'ouest. Et donc en fait, on doit au maximum, avec si possible transport héliporté quand c'est possible, acheminer d'emblée le patient traumatisé grave vers un de ces centres. Et je pense que c'est aussi un message qui est extrêmement important. Donc en conclusion, on va donner des messages qui sont très simples, mais je crois qu'il ne faut pas les oublier, que bien sûr, quand on est face à un traumatisme sévère avec un choc, on doit diagnostiquer et trouver l'origine du saignement le plus vite possible. On doit être capable d'évaluer l'importance et les conséquences du saignement, on doit stopper le saignement au plus vite, et j'insiste sur ce message qui me paraît un message essentiel, parce que parfois oublié. Prévenir bien sûr l'apparition de la coagulopathie en luttant notamment contre l'acidose et l'hypothermie et en allant vite, et évacuer le patient sur un centre adapté. Et j'en ai fini là. Merci de votre attention.